ce que je voudrais dire, c'est en 2 mots, pourquoi avons-nous choisi ce thème? Les inégalités sociales sont-elles inévitables? En fait, cette idée est venue à Hugues et moi-même il y a 1 an, à peu près, jour pour jour. Et nous commencions à lire beaucoup d'articles sur ces sujets. On voyait que l'actualité, à nouveau, reparlait beaucoup des inégalités sociales. On a vu les gilets jaunes apparaître très vite après, qui remettaient, bien entendu, ce sujet au cœur de l'actualité. Ensuite, il y a eu le G7 sur les inégalités sociales, c'était au mois d'août. Il y a eu beaucoup d'études qui sont parues sur ces sujets, qui ont apporté des éléments nouveaux. Et donc on s'est dit, on ne peut pas se contenter simplement d'écouter ce que les politiciens nous disent. Ils ont tendance à toujours dire les mêmes trucs. Donc essayons d'avoir des éclairages nouveaux. Et c'est pour ça qu'on a contacté 3 économistes, 3 spécialistes jeunes qui sont sur ces sujets à plein temps et à qui on a demandé de donner des éclairages, si possible avec des pistes de solutions un peu innovantes, pour sortir, comme je le disais, des trucs qu'on a ressassés pendant des années, des décennies pour les plus anciens. Voilà, donc c'est pour ça que ce thème nous a paru important. Alors, on ne va pas évidemment présenter des solutions miracles, malheureusement on ne les a pas, mais au moins des pistes, ça sera déjà pas mal. Donc je disais que vous pourrez poser vos questions à la fin, parce que donc, je vais donner successivement la parole à nos 3 intervenants qui auront chacun 20 minutes, 25 minutes pour s'exprimer. Et puis, vous poserez donc vos questions à la fin, par écrit ou par oral, comme vous voulez. Ce que je vous demande, c'est de poser toujours des questions courtes pour que plusieurs personnes puissent s'exprimer. Deuxièmement, j'aimerais qu'on ne fasse pas de politique et d'idéologie. On n'a rien à vendre, on n'a pas d'idéologie, on n'a pas de gens à convaincre ce soir. On est là pour réfléchir ensemble. Donc je pense que c'est très important d'avoir cette idée de débat entre nous, et plutôt que de vouloir convaincre l'assistance. Donc voilà, 3 personnes sont là, Éric Mingus, François Perret et Étienne Chaumeton, que nous allons donc entendre tous les 3 pour éclairer le sujet de 3 manières différentes. Éric nous parlera des questions territoriales. Les inégalités sociales prennent racine dans le spatial. C'est un peu l'expression que vous avez employée. Et les Gilets jaunes nous ont bien rappelé que les territoires ne sont pas tous égaux. Ensuite, François nous parlera de l'entreprise, des questions de redistribution de la valeur dans les entreprises et comment les entreprises peuvent-elles lutter à leur échelle, à leur manière, contre les inégalités. Après tout, si une entreprise crée beaucoup d'emplois, elle peut fournir de l'emploi à beaucoup de chômeurs et c'est toujours bien pour réduire les inégalités. Enfin, Étienne prendra peut-être la partie la plus difficile, liée aux finances, à la fiscalité, à la redistribution, peut-être l'État-providence un peu, qui se trouve en toile de fond, puisque c'est une des caractéristiques du système français. Et donc, voilà, on espère comme ça vous donner 3 points de vue sur ces sujets, toujours centrés autour des inégalités sociales et en espérant dégager quelques pistes, quelques idées nouvelles. Voilà, donc je vais m'arrêter là et je vais passer la parole à Éric. Donc Éric, vous êtes docteur en économie, vous êtes spécialiste de ces questions territoriales et inégalités. Vous êtes chercheur, donc vous êtes en plein dans la réflexion autour de ces sujets. Donc on est très impatient de connaître votre point de vue. Merci. Merci. Alors, un grand merci aux organisateurs de m'avoir invité. Alors je vais commencer par un paradoxe. En fait, quand on regarde en tant qu'économiste
l'évolution des inégalités en France, ce n'est pas forcément évident de les trouver. Alors, je vais m'expliquer un petit peu. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on veut dire par inégalité? Pour les mesurer, les économistes, vous regardez des distributions, la distribution du revenu, combien les gens gagnent, leur salaire, les revenus du capital, les dividendes qu'ils peuvent toucher. On peut regarder aussi la distribution de richesses, la détention de biens immobiliers ou ce genre de choses. Alors qu'en est-il en France quand on regarde ce genre de distribution? Bien, prenons le revenu. Alors, il y a un nom que vous connaissez sans doute, Thomas Piketty. Thomas Piketty produit des chiffres sur les distributions de revenus, sur ces inégalités de revenus. Eh bien, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe que dans ces distributions de revenus, il n'y a pas forcément d'augmentation des inégalités, sauf éventuellement pour les 1% les plus riches. Quand on regarde les 99% qui restent, au contraire, ce qu'on observe, c'est une diminution des inégalités. En fait, les gens qui étaient entre les 50% et les 99% les plus riches, leur revenu a cru moins vite que les gens qui sont entre 20% et 50% de la distribution. Désolé, il y aura quelques chiffres. Je suis économiste, c'est fait partie de mon travail. Alors, inversement, pour les 1%, oui, leur revenu a augmenté plus vite que pour le reste de la société. Mais ces 1%, ça correspond à peu près à 520 000 personnes en France. Et pour rentrer dans les 1%, il faut gagner individuellement plus de 166 000 € par an. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on regarde l'intégralité de la distribution, il n'y a pas forcément eu tant d'augmentation d'inégalités. Vous allez me dire, mais pourquoi je suis là ce soir? C'est pour parler des inégalités si je commence à vous dire que il n'y a pas forcément une augmentation très, très forte des inégalités. Est-ce qu'elles n'existent pas? Est-ce que ces inégalités sont finalement un sentiment d'augmentation des inégalités, comme on l'a pu dire pour d'autres choses par le passé? Eh bien, en fait, ce que je vais vous expliquer ce soir, c'est que malgré ces chiffres que je viens de vous donner, on voit une évolution très importante d'autres choses. Les inégalités à travers l'espace, les inégalités à travers les territoires. Alors, je vais commencer par essayer donc de vous convaincre que cette activité, les inégalités entre territoires ont augmenté. Et plus exactement, ce que je vais essayer de vous convaincre, c'est que l'activité économique est devenue beaucoup plus inégalitaire qu'auparavant. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, en fait, ce que je vais commencer par vous donner, c'est des chiffres sur où se situe l'activité économique des gens les plus qualifiés. Par exemple, les cadres, etc. Bien, ce qu'on observe, c'est que cette activité économique la plus qualifiée, eh bien, elle est de plus en plus concentrée. Elle est de plus en plus concentrée, tout d'abord, entre villes. Ce que j'appelle ici une ville, ce n'est pas une commune, ce n'est pas Louvciennes, ça va être l'agglomération, ça va être les agglomérations. Donc, par exemple, toute l'agglomération parisienne, toute l'agglomération lyonnaise, etc. Eh bien, quand on regarde ces agglomérations et quand on regarde l'évolution de leur marché de l'emploi, ce qu'on va observer, c'est qu'à partir au moins des années 90, les plus grandes de ces villes vont concentrer de plus en plus les emplois les plus qualifiés. Alors, juste quelques chiffres pour illustrer ça. L'agglomération parisienne, en 1994, avait une part de cadres dans l'emploi total de 23%. Aujourd'hui, enfin plus exactement en 2015, cette part est de 36%, donc une augmentation de 13 points de pourcentage entre 1994 et 2015. Alors, il faut comparer ce chiffre, avec ce qui s'est passé dans les plus petites villes, notamment dans ce que l'INSEE, l'Institut national de la statistique, va appeler des villes moyennes. Donc des villes, par exemple, entre 50 000 et 100 000 habitants. Eh bien, la part des cadres dans ces villes était de 8% en 1994, elle est de 12% en 2015. Donc là, ici, l'augmentation n'est bien moindre, seulement 4 points de pourcentage d'augmentation entre 1994 et 2015. Les grandes villes, les villes ont toujours été des lieux de concentration des activités les plus qualifiées. C'est un fait qui est documenté pour la plupart des pays dans le monde. C'était le cas dans les années 90, mais vous voyez, c'est devenu encore plus le cas, en quelque sorte. Ces grandes villes sont devenues encore plus riches dans les tâches les plus qualifiées, dans les cadres, dans les emplois de cadres, dans les emplois de recherche, en gros dans les emplois les plus rémunérés, les plus qualifiés. Donc cette concentration s'est accentuée. Ce phénomène, d'ailleurs, il a un nom.
Ça s'appelle la grande divergence. La grande divergence, c'est un phénomène qu'on observe, là encore aussi, pas seulement en France, mais également aux États-Unis et dans la plupart des pays développés. Donc la grande divergence, c'est le fait que les grandes villes, qui étaient déjà très riches dans des emplois très qualifiés, sont devenues encore plus riches dans ces emplois très qualifiés. Disons des choses autrement, en 1947, il y a un livre très connu dans l'aménagement du territoire qui avait été écrit par Jean-François Gravier qui s'appelait « Paris et le désert français ». Eh bien, aujourd'hui, l'économie semble œuvrer à ce que Paris soit encore plus éloigné du reste du désert français. Donc ça, c'est entre villes. Donc les grandes villes sont devenues plus riches dans les emplois très qualifiés. Maintenant, même au sein des villes, ce qu'on peut observer, ce sont des évolutions assez parallèles. Il y a toujours eu des quartiers riches et des quartiers plus pauvres, hein, des communes plus riches et des communes plus pauvres. Mais dans les années 70-80, quand on regardait les écarts de richesse, les écarts aussi en termes de qualification des gens qui habitaient dans telle ou telle commune, dans une agglomération comme Paris, on voyait quelques écarts, mais pas des écarts qui étaient si importants que cela. Aujourd'hui, ce qu'on peut observer, c'est également une divergence entre zones au sein des agglomérations. Plus exactement, le sud-ouest parisien, où nous sommes d'ailleurs aujourd'hui, eh bien, ce sud-ouest parisien a divergé du reste de l'Île-de-France. En fait, plus exactement, ce qui a divergé du reste de l'Île-de-France, c'est un triangle qui va de Paris, du centre de Paris, à en gros Saint-Germain, et au sud, ça va, on va dire, jusqu'au plateau de Saclay, pour aller rapidement. Et pour vous donner encore un autre exemple, pour montrer à quelle chose ces choses ont pu évoluer, si vous prenez une commune comme Puteaux, quand on regarde le revenu moyen à Puteaux au début des années 90, il était sensiblement le même que celui d'une ville qui était symétrique par rapport à Paris, à savoir Noisy-le-Grand. Eh bien, ces deux villes, aujourd'hui, ont des revenus comment dire, extrêmement différents. On a vraiment une divergence entre Noisy-le-Grand et Puteaux, alors même que ces deux communes étaient sensiblement les mêmes en termes de composition de l'emploi, composition d'emploi des résidents et de revenus au début des années 90. Alors donc voilà, divergence au sein des villes, divergence entre villes en termes de le type d'emploi que ces villes concentrent. Alors, vous allez me dire, que s'est-il passé? Eh bien, depuis maintenant une bonne trentaine d'années au moins, les économistes peuvent constater des évolutions majeures des marchés de l'emploi des économies développées. Plus exactement, on observe deux phénomènes très importants qui vont profondément affecter le marché de l'emploi. Le premier, c'est l'automatisation. En gros, ce sont les machines, les ordinateurs, les robots. Le deuxième, c'est l'ouverture au commerce international, dit autrement, la mondialisation et ce qu'on appelle aussi parfois les délocalisations que la mondialisation peut entraîner. Eh bien, cette automatisation et cette ouverture au commerce international, elles vont profondément affecter le marché de l'emploi et je vais expliquer plus exactement de quelle manière. Mais ce que je veux dire tout d'abord, c'est, vous voyez, je vous parle de technologie, je vous parle de mondialisation. Si dans les années 90, on avait dû dire quelles pouvaient être les conséquences des nouvelles technologies, notamment des technologies de l'information sur l'emploi, l'opinion générale, c'était que ça allait faire qu'on pouvait travailler n'importe quel endroit dans le monde, les distances n'allaient plus compter, et donc d'une certaine façon, on pouvait travailler aussi bien dans n'importe quel emploi à Clermont-Ferrand, à Charleville-Mézières qu'à Paris. Et là, vous voyez, ce qu'on observe, c'est précisément l'inverse. Il semble que les emplois les plus qualifiés, maintenant, sont plus concentrés après l'évolution de ces nouvelles technologies. Alors, quels sont les effets précisément de ces technologies et de cette mondialisation sur le marché de l'emploi? En fait, ces changements ont principalement contribué à rendre obsolètes, désolé pour le mot, un certain nombre d'emplois qui ont des tâches, comme des économistes, des tâches routinières. À partir du moment où dans un emploi, vous avez des choses répétitives à faire, eh bien ça veut dire qu'on peut les remplacer par une machine, par un robot, par un ordinateur. De la même manière, vont aussi être rendus obsolètes en France tous les emplois qui peuvent être faits à distance. Soit dit en passant, la pire chose qu'un employé peut dire à son employé, c'est « c'est bon, vous pouvez faire du travail 5 jours par semaine ». C'est en général très mauvais signe.
Eh bien, pourquoi? Parce qu'à partir de l'emploi n'a plus besoin d'être sur site, n'a plus besoin d'être en interaction avec les autres emplois de l'entreprise, eh bien, cet emploi peut potentiellement être délocalisé en France, dans une autre ville, voire dans un autre pays. Eh bien, tous ces emplois routiniers, tous ces emplois qui n'ont pas besoin d'être faits sur le site de l'entreprise, eh bien, ce qu'on a observé, c'est qu'ils ont été simplement détruits dans l'économie. Encore une fois, ce n'est pas l'apanage de la France. Ce phénomène-là est commun à tous les pays développés, des États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, la France, enfin, toute la liste des pays développés. Alors, à quoi correspondent ces emplois routiniers? Eh bien, en fait, c'est pour beaucoup deux types d'emplois. Le premier type d'emploi, ce sont les emplois dits de professions intermédiaires, les emplois de bureau. Ces emplois de bureau ont été extrêmement détruits, remplacés par des ordinateurs, par des machines. De la même manière, quel autre type d'emplois ont été détruits par des robots et des machines? Eh bien, les emplois d'ouvriers également, parce qu'on peut aisément remplacer un ouvrier par une machine ou par un robot. Ce phénomène, il a aussi un nom. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de la grande divergence. L'autre nom maintenant de ce phénomène économique, c'est ce qu'on appelle la polarisation du marché du travail. Eh bien oui, parce que tous ces emplois que je viens de mentionner, c'est des emplois qui correspondaient aux emplois de la classe moyenne. C'était des emplois qui étaient considérés pendant très longtemps, les emplois de bureau, les emplois d'ouvriers qualifiés, comme des bons emplois, et des emplois occupés par la classe moyenne, en général à l'issue d'une scolarité qui allait jusqu'au bac, voire parfois jusqu'au BTS ou des diplômes qui étaient des diplômes importants par rapport au reste de la population. Donc tous ces emplois de la classe moyenne ont été très largement affectés par cette mondialisation et par cette automatisation. Au contraire, qu'est-ce qu'on a vu apparaître? Eh bien des emplois au sommet de la distribution, c'est-à-dire les emplois les plus qualifiés ont grimpé, et de la même manière, les emplois les moins qualifiés ont aussi pris davantage d'importance dans le marché de l'emploi, au détriment de ces emplois routiniers de la classe moyenne. Cette polarisation du marché du travail. Mais alors vous allez me dire, mais là je ne parle plus du tout de territoire. Je parle d'effets des technologies sur le marché de l'emploi. Alors je vais revenir un petit peu à des choses que j'ai mentionnées tout à l'heure, qui étaient donc ces villes. En fait, ce qu'on observe, c'est que ces évolutions du marché du travail, l'impact de ces technologies sur le marché du travail ont été très différents selon les villes. Dans quelle ville on a détruit le plus de ces emplois de la classe moyenne? Dans les grandes villes, et nettement moins dans les petites villes. Cela a eu deux effets. Alors, le premier effet, c'est que quand on a détruit des emplois d'ouvriers ou des emplois de bureaux, eh bien, ça a permis de créer de la place, en quelque sorte, pour créer des emplois très qualifiés. Pour dire les choses concrètement, imaginez une tour de bureau où vous aviez auparavant des gens qui faisaient du courrier ou ce genre de choses. Eh bien, ces gens-là ont pu être relocalisés à un autre endroit et on a remplacé ces employés par des cadres qui vont faire des tâches plus qualifiées, de recherche, possiblement aussi de conception ou ce genre de choses-là. C'est ce qu'on voit notamment énormément dans le sud-ouest parisien. Le deuxième effet, eh bien, c'est que les grandes villes sont devenues des endroits nettement moins fournis en emploi pour la classe moyenne. Et donc, c'est ce dont je vais à présent discuter un petit peu davantage. Est-ce que tout ce que je viens de vous expliquer, est-ce que c'est important? Est-ce qu'il faut essayer d'y remédier? Est-ce qu'il y a de bonnes raisons d'intervenir? La première chose que je vais vous dire, c'est que c'est un phénomène qui ne va pas s'arrêter. La technologie, les nouvelles technologies ne vont pas s'arrêter. Le nombre d'emplois qu'on va pouvoir remplacer par des ordinateurs va s'accroître. Ça va concerner aussi des emplois qu'on considère aujourd'hui encore comme étant qualifiés, voire très qualifiés. Les emplois notamment de comptables sont réputés pour être remplaçables très bientôt, si ce n'est déjà, par des ordinateurs et donc vont possiblement être détruits. Donc c'est la première chose. Mais la deuxième chose que je veux vous dire, c'est qu'aussi, quand on regarde ces évolutions des marchés de l'emploi, on note aussi qu'ils sont très corrélés à des phénomènes sociaux et politiques. Donc, est-ce que c'est important? Ça va continuer. Est-ce que c'est important? Oui, parce que rien que pour des questions au moins politiques et sociales, on a mentionné très souvent
les questions de classe moyenne à l'endroit des gilets jaunes, d'emploi pour la classe moyenne, eh bien, ce qu'on observe, c'est que donc ces grandes villes dynamiques économiquement, sont en quelque sorte, je vais être un petit peu extrême, mais je vais forcer un peu le trait, mais sont un petit peu fermées à la classe moyenne dans laquelle on a pu trouver beaucoup de gilets jaunes. Donc les gilets jaunes sont contraints de trouver des emplois, ou ceux qui, sociologiquement étaient composaient les gilets jaunes, sont contraints d'essayer de trouver des emplois autre part que dans ces grandes villes dynamiques. L'autre chose aussi qu'on note, c'est que ces évolutions du marché de l'emploi, ces destructions d'emplois sont aussi liées à des phénomènes électoraux. Donc je ne vais pas rentrer dans les grands détails, mais simplement pour vous dire que les phénomènes comme l'apparition de partis extrêmes, etc., semblent aussi corrélés à ces phénomènes d'évolution du marché de l'emploi. Là encore, ça semble être le cas en France, ça semble être le cas aux États-Unis, en Angleterre, notamment lors du vote du Brexit, ou aux États-Unis, pardon, dans le cas de l'élection de Donald Trump. Alors, si c'est important, si c'est lié à si ça va durer et si c'est lié à des phénomènes politiques importants, que faut-il faire? Je crois que c'était une question que vous aviez posée. Est-ce qu'il faut essayer d'agir à l'endroit de ces inégalités? Est-ce qu'il faut essayer de faire en sorte que les perdants des petites villes et des villes moyennes et des classes moyennes dans leur ensemble, est-ce qu'il faut essayer de les aider d'une manière ou d'une autre? Est-ce qu'il faut, par exemple, imposer davantage de mixité sociale dans les grandes villes, de façon à ce que la classe moyenne puisse y aller? Ce que je vais essayer maintenant de dessiner, c'est quelques idées ou parfois quelques limites à ce qu'il faudrait faire. Je ne vais pas donner de solution définitive, mais simplement donc quelques idées. La première, en tant qu'économiste, ce que je dois vous dire, c'est que ces concentrations des professions les plus qualifiées, que ce soit au sein des villes, dans le sud-ouest parisien par exemple, ou alors à Paris généralement par rapport au reste de la France, ça semble quand même obéir à une logique économique. Alors je vais m'expliquer un petit peu. Ce n'est pas uniquement un phénomène de ghetto de riches qui voudraient vivre ensemble dans les grandes villes et dans des sous-parties de grandes villes. Au contraire, il semble ce qu'on observe également, c'est que les emplois de ces gens-là sont concentrés. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une logique économique à rapprocher ces emplois de façon à ce que les gens qui occupent des emplois très qualifiés puissent interagir entre eux. Dit autrement, si vous fondez une société, c'est une bonne chose d'avoir des gens qui peuvent vous aider autour, des gens qui peuvent financer vos projets, des banquiers par exemple. Vous pouvez avoir aussi besoin d'avoir des avocats, des gens qui vont vous aider à faire à possiblement traiter des problèmes juridiques liés à votre création d'entreprise. Vous avez peut-être aussi besoin d'aller voir vos clients. Et donc, il y a une nécessité de concentrer ces tâches. De la même manière, dans l'industrie, ce qu'on va observer, c'est que les emplois dans l'industrie sont nettement plus concentrés. Les emplois, notamment les plus qualifiés, sont nettement plus concentrés. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a des centres de recherche, notamment à Guyancourt, de grandes entreprises, et on n'a plus du tout une sorte d'éparpillement des tâches de recherche et développement au sein des usines. Donc il semble avoir une logique économique à rapprocher les emplois les plus qualifiés. C'est la logique du cluster. Vous allez à Boston, aux États-Unis, vous allez avoir le MIT, et le MIT, donc peut-être la meilleure université technologique du monde, et autour du MIT, vous allez avoir énormément de centres de recherche. C'est cette logique de cluster. Elle semble aussi apparaître en France, dans certaines parties des grandes villes, et donc ça correspond à une concentration de ces emplois. Donc première chose, concentrer des emplois très qualifiés, c'est peut-être une bonne chose. Imposer de la mixité sociale, donc en regard, ça a un coût. Ça veut dire qu'on concentrera moins ces emplois très qualifiés. Deuxième chose aussi que je veux dire sur ce sujet, c'est donc les grandes villes gagnent, les petites villes perdent. Elles perdent en emplois très qualifiés. Alors qu'est-ce que doivent faire ces petites et moyennes villes? Est-ce qu'elles doivent essayer, elles aussi, de créer des clusters pour essayer d'avoir une Silicon Valley dans une ville de 50 000 habitants? Vous imaginez que la réponse est à peu près non. Et donc, ce que je vais vous dire, c'est que, deuxième chose qui me semble aussi importante à dire, c'est que ces petites villes, ces villes moyennes, ne doivent pas essayer d'imiter les grandes villes.
Elles doivent trouver des secteurs, des domaines dans lesquels elles ont ce que les économistes appellent un avantage comparatif. Si elles essaient de concurrencer les grandes villes sur le même terrain, elles n'y réussiront pas, elles dépenseront énormément d'argent pour rien. Juste un exemple de ce que j'ai un petit peu en tête sur le sujet. Regardez deux villes qui marchent deux villes moyennes qui marchent pas trop mal. Beaune, Beaune c'est spécialisé dans le vin. Grasse, c'est spécialisé dans les parfums. Or, le vin comme le parfum, c'est très difficile à faire au centre de Paris. C'est ça un avantage comparatif. C'est quand vous pouvez faire des choses dans lesquelles les grandes villes ne peuvent pas vous concurrencer. Troisième chose aussi, et là je vais être un peu plus polémique, il faut protéger les individus, pas forcément toujours les villes. Donc il y a certaines villes où il faut peut-être aider, mais ça ne serait pas la première fois dans l'histoire de France que des villes rétrogrades, que des villes, parfois même des villes ou des villages disparaissent. Désolé, les mots sont un peu forts. Mais regardez des villes comme Autun, Sens, Troyes ou Provins. Ce sont des villes qui étaient beaucoup plus importantes à certains moments de l'histoire de France et qui le sont beaucoup moins aujourd'hui et maintenant depuis longtemps. Peut-être que la seule différence entre ces périodes, c'est l'évolution de ces villes et les évolutions qu'on voit aujourd'hui, c'est la rapidité. Les nouvelles technologies apparaissent rapidement, et si elles apparaissent rapidement, elles changent rapidement le marché de l'emploi, et elles semblent aussi changer au sein d'une génération le marché de l'emploi dans telle ou telle ville. Donc il y a un côté, on est pris par la vitesse des changements. Néanmoins, j'insiste là-dessus, il y a ce genre de situation peut-être à traiter, il faut faire attention à protéger les gens. En revanche, les villes, il faut se poser la question, est-ce qu'on veut vraiment protéger les villes ? Dans le passé, la réponse, on ne l'a pas fait, et vous voyez, on ne s'en porte pas forcément si mal aujourd'hui. Dernière chose à propos des technologies elles-mêmes. Une des tentations, ça serait de se dire, ces technologies ont des effets de redistribution majeurs, c'est pénible, ces technologies de l'information, ça fait que ces grandes villes gagnent, les petites villes perdent, essayons de lutter contre. C'est un petit peu une vision caricaturale, mais parfois on a peut-être cette tentation. On peut toujours discuter de l'impact des technologies. Moi d'ailleurs je suis très ouvert à discuter de l'impact des technologies et je suis un utilisateur d'un téléphone qui n'est pas un smartphone parce que je considère qu'un smartphone ce n'est pas forcément une bonne chose pour mon travail parce que ça m'empêche de me concentrer. Ce n'est pas non plus une bonne chose pour les enfants. Mais une chose est quand même claire, c'est qu'il y a un certain nombre de technologies qui sont très utiles et qui ont un impact positif certain. Ce sera le cas aussi dans le futur. Le secteur de la santé, me semble-t-il, est un très bon exemple. On a réussi à créer des machines ces dernières années qu'on n'était pas capable de faire, des traitements qu'on n'était pas capable de faire. Donc, il ne faut pas forcément rentrer dans une opposition aux techniques et aux nouvelles technologies, simplement à cause des effets redistributifs que ces technologies impliquent. Donc voilà les 4 choses que je souhaitais dire à propos de ces inégalités territoriales. On peut essayer d'intervenir. Il y a de bonnes raisons d'intervenir. Oui, il y a un phénomène majeur de réallocation de l'activité économique en France dans les 20-30 dernières années, qui a des conséquences politiques possibles. Néanmoins, ces évolutions correspondent quand même aussi à un changement profond des structures de l'économie, un changement de technologie de production, un changement technologique tout court. Et ça a un certain nombre de conséquences qui sont que si on intervient, si on réduit ces inégalités ou si on les réduit sans prêter attention à ces technologies, on peut aussi passer à côté de ces technologies. D'une certaine façon, je pense que le défi aujourd'hui, c'est de trouver un moyen à la fois de créer un pays qui soit compétitif et qui, pour cela, a besoin de clusters, où on va être capable, en France, de produire les technologies de demain, mais en même temps, d'essayer de trouver une voie pour répartir ces gains sur l'ensemble des territoires, mais peut-être de manière plus importante, à l'ensemble des personnes qui sont sur ce territoire. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Alors, donc, d'abord, donc, on peut vous distribuer des petits papiers, des stylos pour ceux qui voudraient poser une question par écrit. Et on enchaîne donc
avec François. D'abord, François, est-ce que vous voulez interagir avec Éric ou commenter quelque chose, ou est-ce que vous êtes globalement en phase? Bon, bah écoutez, moi je suis en phase à peu près avec tout ce qui a été dit, sauf le fait que moi j'ai 2 smartphones sur la table, donc forcément il y a quand même une différence d'appréhension majeure par rapport aux technologies, mais plus sérieusement, c'est vrai que je suis frappé comme vous par le fait qu'on vive finalement dans un pays et dans un monde de plus en plus segmenté, et que je pense que l'un des enjeux qui est devant nous à travers les transformations qui sont à l'œuvre, qu'elles soient poussées par les technologies, qu'elles soient poussées par le défi climatique, qu'elles soient poussées par les enjeux sociaux, c'est de passer de cette perception, qui n'est d'ailleurs pas qu'une perception, qui est souvent une réalité, qui est d'opposer les villes en fonction de leur taille, qui est d'opposer les entreprises en fonction de leur taille, qui est d'opposer les gens en fonction de leur provenance, en fonction de leurs croyances, en fonction de leur identité. C'est de passer de ce monde extrêmement fragmenté à un monde qui se met à partager un certain nombre de valeurs communes. Alors, c'est un vieux rêve, mais c'est un rêve qu'on n'est pas obligé d'abandonner. Rappelez-vous le discours qui était celui d'Ernest Renan à la Sorbonne en 1883 et qui parlait déjà, dans une France affaiblie, qui venait de subir une défaite cuisante quelques années plus tôt, de ce discours de rassemblement, de réflexion sur l'unité nationale, comment vivre ensemble. Et moi, je pense que la question qui est posée au XXIe siècle par la question des inégalités, c'est la question de l'unité. C'est la question de qu'est-ce qu'on veut construire ensemble, malgré les divergences, malgré les différences qui peuvent être les nôtres. Alors, ce soir, Bruno m'a demandé très aimablement de poser le sujet au travers d'un prisme particulier, qui évidemment n'entend pas résoudre toutes ces problématiques, qui est la question finalement du rôle de l'entreprise. Et donc je vais évidemment y venir, mais moi ce que je voulais vous dire, c'est que ce soir, c'est que je suis extrêmement frappé, plus particulièrement, je dirais, depuis une dizaine de mois, par la montée des colères. Et je crois que lorsqu'on affronte un monde en colère, on ne peut pas résoudre dans de bonnes conditions ce monde. Donc il y a une priorité absolue, c'est d'arriver à repasser de la colère sociale qu'on a vu sévir évidemment, plus particulièrement dans notre pays sur les différents ronds-points de la République, passer de cette colère au débat et passer du débat à l'action. Je crois que c'est quand même quelque chose, et je ne vais pas faire de politique en disant ça, que je crois que notre gouvernement et nos acteurs publics ont essayé de faire au cours des derniers mois. Mais je trouve que cette colère, si vous voulez, elle illustre véritablement l'incompréhension qu'il peut y avoir au sein de notre société entre ceux qui reprochent aux uns, les élites, pour faire court, de penser à la fin du monde, tandis que les autres reprochent aux premiers de penser ou de ne pas penser aux fins de mois. Et je crois que c'est cette opposition, si vous voulez, entre ceux qui pensent les défis à moyen et long terme, et le défi climatique évidemment en fait partie, et puis ceux qui sont confrontés et rattrapés par une réalité qui est celle des fins de mois difficiles. Et donc on ne peut pas parler d'entreprise sans parler de création de richesse, sans parler de distribution et de conséquences de cette distribution sur le pouvoir d'achat et le niveau de vie et notre capacité aux uns et aux autres dans cette salle à savoir comment est-ce qu'on va éduquer nos enfants, les faire grandir, continuer à aller au boulot, vivre dignement et dans des conditions dans lesquelles on ne soit pas dans le stress permanent. Et je pense que cette colère qu'on a pu observer, elle n'est pas complètement dissociée de l'entreprise, puisque moi je crois que l'un des éléments qui n'a peut-être pas été suffisamment évoqué, parce que finalement on a entendu dans la colère sociale une volonté de réappropriation démocratique, de dire arrêtez de définir d'en haut la politique publique, donc ça je crois que ça a été bien entendu. Il y a la question de la revendication évidemment du pouvoir d'achat, mais il y a évidemment la question des inégalités. Et dans la question des inégalités, moi je trouve que ce qui est ressorti assez clairement, c'est l'incompréhension d'un certain nombre de nos concitoyens que d'un côté,
Il y a des gens qui arrivent à s'enrichir de façon extraordinaire par le revenu du capital. Et puis, la plupart d'entre nous qui vivons avant tout en allant bosser chaque matin et en revenant un peu plus ou moins crevé le soir et en ayant quand même une deuxième partie de journée à faire parce qu'il y a aussi les enfants, les petits-enfants, la famille évidemment dont il faut s'occuper. Et je crois que pour ne donner qu'un chiffre, j'en aurai d'autres, je vous rassure, mais j'essaierai de ne pas quand même en abuser. Mais aux États-Unis, depuis 2000, les revenus du capital ont augmenté 22 fois plus vite que les revenus du travail. Et donc, vous imaginez la perception que peut avoir l'Américain moyen, parce que finalement, en France, ces rapports ne sont pas très différents, de celui qui se dit la boule au ventre, je vais rejoindre mon boulot le matin, mais finalement, est-ce que ça va me permettre effectivement de m'acheter une maison, de m'acheter une voiture, de vivre dignement et de penser en plus à préparer mon avenir, à préparer ma retraite? On ne revient pas sur un sujet qui va être quand même douloureux pour tout le monde, parce qu'on se voile la face depuis très longtemps avec les réformes successives du système de répartition. Moi, je pense que quand on n'arrive pas à régler un problème pendant 25 ans, ça veut dire que peut-être on se trompe d'appréhension sur ce problème et qu'on ne veut pas nous dire que ça fait très longtemps que le système de répartition est condamné et qu'on ne pourra arriver à préparer les retraites des gens qu'en les amenant à faire aussi un peu de capitalisation et à préparer leur avenir par l'épargne. Bon, je referme cette parenthèse cruelle pour dire qu'en tout cas, des gens aussi différents que Christine Lagarde, qui était à l'époque directrice générale du FMI et qui nous annonçait l'entrée du capitalisme dans un nouvel âge de la colère, des gens comme Raphaël Glucksmann, qu'on a vu porte-drapeau du Parti socialiste pendant la campagne des européennes, ou comme Alain Minc, qui n'est pas suspect de misérabilisme marxiste et d'idées sulfureuses sur les inégalités, font tous part, avec des points d'entrée et une façon de le dire un peu différente, mais de leur inquiétude sur l'avenir de notre modèle, parce que je pense que c'est ça qui est en cause ce soir, c'est dans quel modèle économique et social voulons-nous vivre. Et je crois que si je dois ramener cette question sur le terrain de l'entreprise, il faut partir des perceptions et essayer de voir comment l'entreprise, à partir de ces perceptions, peut être le bon vecteur pour essayer de rompre un peu avec les malentendus entre les uns et les autres, et essayer de mieux rassembler et créer de la cohésion au sein de la société. Il y a beaucoup de malentendus. Il y a beaucoup de malentendus, et il y a notamment un premier malentendu, qui peut-être pas qu'un malentendu, qui est qu'au fond, quand je me lève le matin, je me dis, est-ce que le travail paye encore? Et vous savez que c'est un sujet récurrent depuis 15 ans. Nicolas Sarkozy en avait fait... je dirais, le fil directeur de son quinquennat entre 2007 et 2012. François Hollande a été beaucoup plus discret sur le sujet pendant le quinquennat suivant. Et puis Emmanuel Macron, de nouveau, à travers son livre Révolution, sa campagne, a dit qu'il faut que le travail paye plus. Et je pense que si les hommes politiques affirment cela, c'est parce que les gens ont le sentiment que le travail ne paye pas. Pourtant, c'est vrai que ça reste la principale source de revenus. Je veux dire que le salaire, aujourd'hui, c'est quand même 60% de notre revenu. Alors, le solde des 40% restants, c'est les transferts sociaux, qui ont monté en puissance de façon phénoménale, et puis c'est les revenus du patrimoine. Mais comment ne pas s'intéresser à la question du salaire, et comment ne pas interroger les Français sur la manière dont ils vivent l'écart possible qu'il y a entre l'effort qu'ils font au quotidien et puis les résultats qu'ils voient sur leur fiche de paye. Aujourd'hui, quand vous interrogez les Français, vous avez une majorité d'entre eux qui disent qu'ils sont extrêmement insatisfaits lorsqu'ils lisent leur bulletin de paye. D'autant qu'il a fallu en plus l'an dernier leur expliquer que le bulletin de paye, s'ils regardaient la dernière ligne, il était un petit peu inférieur à d'habitude avec le prélèvement à la source. Mais une fois la pédagogie faite, je dirais qu'on arrive à se comprendre. Mais c'est vrai que ça reste quand même un sujet de malentendu très fort. Les uns et les autres ont le sentiment que finalement le travail ne paye pas suffisamment. Et c'est vrai que moi j'ai du mal aussi à expliquer, alors je ne suis pas économiste, Bruno, pour
mais j'ai travaillé à Bercy, donc finalement, je suis presque pire qu'un économiste, puisque j'ai participé à la prise de décision publique sur des sujets économiques, en conseillant une ministre sur le sujet des PME. Et au fond, c'est vrai que moi, si je me mets à la place des gens qui n'ont pas toutes les explications, j'ai du mal à expliquer que dans les périodes de ralentissement conjoncturel, comme on a vécu en 2008, 2009, 2010, probablement jusqu'en 2013 inclus, quand la croissance n'est pas là, quand le chômage augmente, on demande aux salariés de se serrer la ceinture. Et puis, quand la croissance reprend, que le taux de chômage redescend, on est redescendu en dessous de 9%, on ne voit pas non plus de dynamique salariale s'afficher. Ce n'est pas évident à comprendre, parce que d'un côté, on dit serrez-vous la ceinture, il y a un ajustement à la baisse, c'est vous qui allez le payer quand ça ne va pas, mais en revanche, quand ça redémarre, vous n'en bénéficierez pas. Avouez que c'est compliqué à expliquer. Je pense qu'en réalité, ça s'explique, bien évidemment, parce qu'en réalité, les salaires, il faut quand même se le dire, ne tombent pas comme ça du ciel dans leur trajectoire. Ce sont en réalité les gains de productivité qui déterminent très largement l'évolution de ce que les économistes appellent les salaires réels, c'est-à-dire le salaire tel que vous le voyez sur votre bulletin de paye, mais tenant compte de la hausse du niveau général des prix. Et en réalité, c'est vrai que les salaires réels ne peuvent pas tellement augmenter plus vite que les gains de productivité. Sinon, notre nation s'appauvrit. Or, les gains de productivité, depuis 15 ans, ils n'ont cessé de se raréfier. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas plus productif qu'avant. Ça veut dire qu'on augmente moins notre productivité. Et dans les 2 premiers trimestres de l'année 2019, savez-vous que la productivité a été nulle en France ? Alors c'est vrai qu'on est le pays, on en parlait tout à l'heure un petit peu en s'amusant, de la Startup Nation, de l'innovation. Oui, mais on a quand même des gains de productivité qui sont nuls. Et pourtant, il y a des vagues technologiques. La dernière en date étant celle de l'intelligence artificielle. Donc, c'est vrai que les marges de manœuvre sur les salaires ne sont pas extrêmement importantes. Mais ça, c'est la question de l'évolution des rémunérations en volume. Ce qui serait plus grave, c'est que les gens se disent « Ok, on se serre un peu la ceinture, nos salaires ne peuvent pas tellement augmenter, mais quand on partage la valeur, c'est-à-dire la richesse créée par l'entreprise, c'est-à-dire finalement les ventes que réalisent les entreprises en retirant la consommation de produits et de services qu'elles utilisent pour créer cette valeur, ce serait évidemment grave si les gens se rendaient compte que la part des revenus salariaux, elle, continue de connaître une trajectoire baissière par rapport au profit. Et qu'il y ait à la fois plus de profit et un peu moins de salaire en évolution, et qu'il y ait un peu plus de profit qui soit orienté vers les dividendes, parce que ça creuserait encore la perception que j'évoquais tout à l'heure sur le fait que les revenus du capital, ça marche très fort, mais les revenus du travail, ça marche moins fort. La réalité, si on veut être vraiment objectif, et on a eu déjà un premier débat ce soir sur le sujet, elle est très compliquée à appréhender, parce qu'en fonction des périodes qui sont considérées, les résultats des statistiques sont très différents. C'est-à-dire qu'on peut faire dire aux statistiques un petit peu ce qu'on veut. En gros, on peut se réjouir de se dire que depuis les années 90, dans tous les pays qu'on appelle avancés, c'est-à-dire qu'on pourrait aussi appeler anciennement industrialisés, parce que nos pays avancés sont peut-être les pays en difficulté de demain, parce que la Chine n'est quand même pas loin de dépasser les États-Unis, que l'Inde a déjà un PIB plus élevé que celui de la France, et que donc on se prépare à un monde dans lequel la répartition des richesses ne sera pas du tout la même. Mais dans ce monde qui se prépare, effectivement, il y a des questions qui se posent sur la répartition des richesses. Et aujourd'hui, je dirais que depuis les années 90, globalement, effectivement, un peu partout dans les pays occidentaux, pour faire court, la valeur est plutôt répartie de façon défavorable au salaire. Et il y a globalement 2 pays qui arrivent à peu près à échapper à ça depuis les années 90, c'est le Royaume-Uni et la France. Mais si on raisonne sur un petit peu plus longue période et qu'on prend comme base de départ les années 80, le raisonnement est déjà un peu différent, la conclusion est déjà un peu différente, et la part des revenus salariaux dans la création de valeur a diminué. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un certain nombre d'études d'économistes du CEPI et d'autres qui sont extrêmement clairs sur le sujet. Ce que je veux dire en tout cas, c'est qu'il faut prendre garde dans notre pays de toujours avoir l'œil sur les équilibres. Je crois que ce que ne supportent pas les gens, à juste titre, c'est l'injustice.
Si on arrive à créer des richesses, il faut veiller à ce qu'elles soient réparties de manière équitable. Et c'est pourquoi moi je pense que le sujet finalement de la réduction des inégalités, c'est un sujet dans lequel les entreprises vont jouer un vrai rôle. Elles vont jouer un vrai rôle. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout un hasard si depuis quelques années, on n'attend plus du tout de l'entreprise ce qu'on attendait d'elle il y a quelques décennies. Enfin, rappelez-vous quand même que dans les années 70, il y avait un économiste monétariste extrêmement fameux qui s'appelle Milton Friedman aux États-Unis et qui déclarait sans sourciller, on était en 1970, dans le New York Times, pour moi, la seule responsabilité sociale de l'entreprise, c'est de dégager des profits. Imaginez que le même homme vienne ce soir à Louvciennes parler devant vous et vous dire ça. Je ne suis pas sûr que vous l'accueilleriez à bras ouverts. En tout cas, moi, j'aurais des choses à lui dire. Je pense effectivement que, en réalité, avec l'émergence notamment de ce qu'on a appelé la responsabilité sociale des entreprises, la RSE, on est en train de demander à juste titre à l'entreprise de s'interroger sur sa responsabilité territoriale, aider les jeunes et les actifs et les inactifs de son territoire, faire prospérer l'entreprise, oui, mais également en faire profiter pour faire prospérer le territoire dans lequel elle s'inscrit. C'est normal. La responsabilité environnementale. Les économistes nous parlent depuis des décennies de ce qu'on appelle les externalités, négatives et positives. Une externalité positive, c'est quand je produis, et à l'occasion de cet acte de production, par exemple, je vais contribuer aussi à élever le niveau de qualification de mes salariés. Ça, c'est une externalité positive. À l'inverse, quand je produis et que je produis aussi de la pollution, c'est une externalité négative. Les entreprises, on leur demande de produire de plus en plus d'externalités positives et de réduire leurs externalités négatives. Et ça me paraît quand même assez honnête qu'on en vienne à ça. Mais pour autant, c'est vrai que cette responsabilité sociale des entreprises, elle reste encore un peu théorique pour le moment. Vous savez qu'à l'heure qu'il est, à l'issue de ce qu'on a appelé la loi Pacte, qui a été promulguée le 22 mai dernier, la loi Pacte, c'est la loi Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Le législateur a créé une nouvelle catégorie qui s'appelle les entreprises à mission. Donc les entreprises à mission, ce sont celles finalement qui, au-delà de l'objet social qui est de dégager du profit, peuvent afficher, je dirais, un peu une dimension éthique, une dimension d'intérêt général, de responsabilité sociale. Depuis la création de la loi, il y a 2 entreprises qui se sont déclarées entreprises à mission. Alors, il y a une entreprise industrielle alsacienne, et puis il y a un grand acteur de mutualisme français qui est la Maïf. Voilà. Donc, ça veut dire quand même qu'on n'y est pas encore tout à fait. C'est-à-dire que le législateur est présent sur ces sujets, mais l'effet d'entraînement, encore aujourd'hui dans le monde des entreprises, n'est pas tout à fait là. Alors, pour terminer, parce que je sens bien que Bruno, il aura raison, va me rappeler à l'ordre. Moi, je pense, puisque je ne peux pas évidemment tout dire dans les 3-4 minutes qui me restent, je voulais insister auprès de vous sur le fait qu'il existe de nombreux mécanismes de redistribution qui existent au sein de l'entreprise et qui lui permettent d'être exemplaires, qui ne la dissuadent en rien de créer de la richesse, mais qui veillent à ce que cette richesse soit répartie équitablement. On a vu les difficultés tout à l'heure sur augmenter les salaires, mais est-ce qu'on ne peut pas, en revanche, en mettant un peu plus de souplesse dans le dispositif des rémunérations, mieux distribuer une partie des richesses lorsqu'elles se présentent ? La hantise du chef d'entreprise, c'est de se dire on va me demander d'augmenter les salaires alors que je ne sais pas très bien si le niveau de commande et d'activité que j'ai aujourd'hui, ce sera le même dans 1 ou 2 ans. Et demain, je devrais encore payer les salaires. Et si j'y arrive pas, je vais devoir licencier. Donc c'est vrai que c'est un peu stupide. Donc il faut trouver d'autres solutions. Et parmi les solutions qui ont été imaginées il y a déjà assez longtemps, il y a l'épargne salariale. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler d'épargne salariale, d'intéressement, de participation. Tout ça, c'est une vieille idée, hein. Les fondateurs, les pères de la démocratie américaine avaient déjà, à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle, réfléchi au fait que la démocratie américaine serait en danger si tout le monde ne pouvait pas accéder à la propriété. Et donc, ils avaient commencé à définir quelques règles de partage des richesses. Et nous, dans notre propre pays, sous l'influence des idées à la fois socialistes, des idées industrialistes, ce qu'on a le fameux Saint-Simon, qui est vrai aussi au XIXe siècle, et aussi de la doctrine sociale de l'Église, sous l'effet de ces réflexions convergentes, on a abouti à une logique de partage du profit. Mais cette logique de partage du profit, à l'ère contemporaine, elle a quand même un père fondateur qui l'a mis en place. Et ce père fondateur, c'est le général de Gaulle,
quand il est revenu au pouvoir après 1958, il s'est dit il faut créer une troisième voie. Il n'y a pas d'un côté la vision purement capitaliste qui consisterait à dire celui qui prend les risques et qui entreprend s'arroge, s'accapare la totalité des richesses qui sont produites. Bien sûr qu'il a une légitimité à récupérer une partie de la richesse, parce que sans entrepreneurs, notre pays ne serait rien. Il ne créerait pas de richesse, donc il ne pourrait pas les redistribuer. Mais ce n'est pas non plus normal que les salariés n'en bénéficient pas. Mais à l'inverse, ce serait aussi un peu idiot que de dire que les salariés vont tout récupérer et que celui qui a pris les risques ne récupérera rien ou trop peu de son côté. La troisième voie, c'est l'idée de l'association des salariés aux résultats de l'entreprise. Donc c'est une idée extrêmement intéressante que le général de Gaulle a mis en pratique à travers des textes dès 1959 pour l'intéressement, dès 1967 pour la participation. Je veux rappeler, parce que ce n'est pas une évidence, moi-même je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps, la différence entre l'intéressement et la participation. La participation, c'est une logique purement financière. Vous dégagez un bénéfice, un résultat net positif en fin d'année, eh bien ce résultat, vous allez pouvoir en redistribuer une partie à vos salariés. Donc si vous dégagez un résultat positif, mécaniquement, vous allez distribuer à vos salariés. Et cette participation, elle est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés, et c'est quand même très intéressant. Et puis, de l'autre côté, il y a l'intéressement. L'intéressement, lui, n'est pas obligatoire, il est facultatif, il est ouvert à toutes les entreprises, sauf qu'évidemment, aujourd'hui, il est beaucoup plus présent dans les grandes entreprises que dans les petites. Mais l'intéressement, lui, permet à un chef d'entreprise d'embarquer ses équipes sur une logique de performance collective autour d'indicateurs qui dépassent de loin la sphère financière. C'est-à-dire que vous pouvez dire, par exemple, que vous voulez ensemble réduire les émissions de CO2 à l'occasion de l'activité de production de l'entreprise. Et si vous y arrivez collectivement, les salariés vont bénéficier d'un retour économique et financier sur cette performance. Vous pouvez définir aussi un enjeu de performance sociale en disant tiens, je vais réduire les accidents du travail qui sont vraiment trop élevés dans notre entreprise, donc on va réfléchir ensemble à comment les réduire, et si on atteint l'objectif, on va redistribuer une part. Voilà. Donc c'est quand même très intéressant, parce que par rapport à notre point de départ sur la colère sociale, les inégalités, c'est quand même un excellent moyen d'alignement des salariés sur les dirigeants. Parce que du coup, le dirigeant n'est plus tout seul à prêcher dans le désert en disant mais il faut qu'on atteigne des résultats. Le salarié se sent concerné par l'atteinte des résultats. Donc c'est quand même très très intéressant. Le deuxième aspect, c'est quand même que c'est un enjeu de pouvoir d'achat considérable. Au titre de l'épargne salariale, en 2017, on a distribué 19 milliards d'euros. Alors si je ramène ça au salaire, à un montant, je veux dire, que touche une personne, en moyenne en France, 2 512 €, c'est le montant moyen touché au titre de l'épargne salariale dans les entreprises qui ont pu en distribuer. 2 512 €, c'est quand même beaucoup plus que le salaire médian en France, qui est plutôt autour de 1 700, 1 800 €. Donc c'est plus qu'un 13e mois. Oui, donc en fait, on parle d'un complément de rémunération qui présente l'avantage d'une certaine souplesse, parce que l'entreprise, par définition, ne distribue que s'il dégage des bénéfices, alors que les salaires, une fois que c'est gravé dans le marbre, c'est compliqué. Et on est dans quelque chose qui crée de l'alignement au sein de l'entreprise. Je voudrais insister sur un dernier avantage de l'intéressement et la participation, c'est quand même que beaucoup de PME, aujourd'hui dans notre pays, ont du mal à recruter. Pourquoi elles ont du mal à recruter ? Simplement parce qu'elles sont en concurrence avec des grandes entreprises et avec des entreprises étrangères qui ont tout un tas d'éléments qui leur permettent d'être plus attractifs, à commencer d'ailleurs par la rémunération de base. Si, en tant que dirigeant de PME, vous êtes capable, à l'occasion d'un recrutement, de dire moi, chez moi, j'ai mis en place un dispositif d'intéressement et de participation, celui qui démarre, par exemple, sa carrière, qui veut se constituer un capital parce qu'il veut derrière acheter une maison ou une voiture, il va vous écouter. Donc, c'est devenu un enjeu d'attractivité et de fidélisation des talents extrêmement important. Si je vous en parle, c'est parce que la loi Pacte, à laquelle j'ai fait référence tout à l'heure, remet à l'honneur ces dispositifs d'épargne salariale, et qu'elle offre la possibilité, en supprimant totalement la contribution fiscale, ça fera peut-être le lien avec les propos de notre troisième intervenant, elle supprime totalement la contribution patronale qui était versée jusqu'à présent donc, par les entreprises à chaque fois qu'ils devaient distribuer de l'intéressement et de la participation. Donc globalement, dans les entreprises de moins de 50 salariés, vous n'avez plus du tout de forfait social, ça s'appelle comme ça, pour l'intéressement, la participation et l'abondement dans un plan d'épargne entreprise. Donc, c'est une raison supplémentaire de faire de l'intéressement et de la participation. Et puis, évidemment, vous l'avez compris, moi je suis très inquiet sur le système de retraite. Je pense que l'épargne salariale,
elle peut être connectée aussi avec l'épargne retraite via un autre dispositif qui s'appelle le PERCO, le plan d'épargne retraite collective. Et du coup, les sous que vous mettez de côté, vous pouvez les utiliser soit parce qu'à un moment donné, vous voulez acheter une maison, vous venez d'avoir un enfant. Il y a des cas de déblocage des plans d'épargne d'entreprise, mais vous pouvez aussi mettre de l'argent sur un PERCO qui, lui, va vous aider à préparer votre retraite. Voilà. Je ne veux pas être plus technique et plus développé sur ce point, mais je voulais simplement, pour conclure, vous dire que vraiment, pour moi, l'enjeu, c'est de passer de l'image dans notre pays de l'archipel. Il y a eu d'ailleurs un très très bon bouquin qui est sorti il y a quelques mois et qui décrivait notre pays comme un ensemble de segmentation et de divisions. Et c'est vrai que les divisions favorisent les communautarismes de toute nature. Et ces communautarismes jouent contre notre performance et notre bien-être collectif. Et donc je pense qu'il faut arriver à passer de l'archipel, j'allais dire, à un retour au contrat social. Je ne suis pas en train de dire on va relire ensemble Rousseau et les autres, mais encore que, je veux dire, il faut qu'on s'interroge sur ce qui fait qu'on est ensemble là ce soir, par exemple. C'est quoi notre dessein collectif au sein de la ville de Louvciennes? C'est quoi notre destin même aussi collectif au sein de la région Île-de-France, dans notre pays? Est-ce qu'effectivement, il faut que demain, on continue d'opposer les citadins et les ruraux, les riches et les pauvres, les gens qui croient ou les gens qui ne croient pas? Il faut qu'on arrive à trouver des voies de convergence. Et je pense que l'entreprise a son mot à dire. Je pense qu'elle est un trait d'union entre des gens qui viennent d'horizons géographiques, sociaux, culturels, religieux, extrêmement différents. Et donc je pense qu'il faut à la fois attendre de l'entreprise qu'elle joue ce rôle de trait d'union, et en même temps, il ne faut peut-être pas non plus trop demander à l'entreprise. Donc il va falloir aussi savoir poser des limites, parce que l'entreprise, au départ, quand même, est là aussi pour créer des richesses. Et donc attention que l'entreprise n'ait pas à se substituer au rôle des pouvoirs publics qui ont fort à faire, et avec des moyens en baisse, avec des dépenses publiques qui, elles, ont continué d'augmenter. Malheureusement, ce sont plus les dépenses de fonctionnement qu'on a laissé prospérer que les dépenses d'investissement qui sont utiles à la modernisation de nos infrastructures. Je suis un peu caricatural et rapide en disant ça, mais c'est malheureusement ce qu'on peut reprocher à un certain nombre de collectivités locales. Et je crois qu'il ne faut pas que le politique et le public abandonnent sa place au XXIe siècle. J'entends dire, notamment dans certaines organisations patronales, ce que je comprends, c'est que celui qui va faire le monde de demain, c'est l'entreprise. Moi, je crois que l'entreprise va contribuer à faire le monde de demain, mais je crois que le politique a encore toute sa place, et qu'il faut l'encourager, parce qu'il y a une sacrée défiance à l'égard des politiques. Or, je pense que voilà, dans les communes en particulier, il y a des gens dévoués, quasi bénévoles, qui travaillent du matin au soir pour leurs administrés, et je pense qu'il y a une vie publique locale à installer, à faire prospérer. Et ce soir, vous en êtes la démonstration, en ayant choisi de venir parler des inégalités plutôt que de regarder Galatasaray PSG, ce qui est probablement super passionnant. J'adore le foot aussi. Mais quelque part, c'est une démonstration de volonté de vivre ensemble que je trouve particulièrement généreuse et appréciable. Merci François. Éric, Étienne, un commentaire ou on verra tout à l'heure au moment des questions? Bon, n'oubliez pas, si vous avez des questions, remplissez les petits papiers, vous les donnez, de façon à ce qu'on les collecte et qu'on puisse les poser à la fin. Peut-être quand même, François, une question, parce que les mécanismes sont en place. On a l'impression, et ils ne sont pas récents. De Gaulle, bon, ok. Et on a l'impression qu'ils sont peu utilisés ou insuffisamment, parce qu'on se dit toujours, oui, la participation, l'intéressement, ça va être 3 clopinettes à la fin de l'année. Donc finalement, on a l'impression que tout est là et que ce n'est pas vraiment utilisé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui, alors je ne veux pas empiéter trop longtemps sur le temps de parole d'Étienne, ce serait pas très sympathique. Mais en tout cas, pour moi, il y a 3 grandes raisons qui sont derrière ça. La première, c'est d'abord la méconnaissance formidable de ces dispositifs. J'ai commencé un petit tour de France en début d'année à la demande du ministre de l'économie et de la ministre du Travail, qui veulent rendre plus populaire ce dispositif. Et je me rends compte du niveau de méconnaissance chez les dirigeants, mais encore plus chez les salariés. D'autant que les arguments à mettre en avant vis-à-vis des salariés ne sont pas les mêmes que ceux qu'on peut mettre en avant à l'occasion en direction des dirigeants. Et donc, il faut faire de la pédagogie sur ce sujet. La deuxième raison,
c'était la formidable instabilité du régime administratif et fiscal qui pesait sur le sujet. Je vous ai parlé du forfait social en vous disant qu'il était supprimé. Il était monté jusqu'à 20%, c'est-à-dire que si vous donniez 100 euros d'intéressement, vous deviez également payer 20 euros à l'État. Bon, certains ont considéré ça comme confiscatoire. Et enfin, la troisième raison, c'est qu'il fallait sacrément s'accrocher pour également passer à l'action. C'est-à-dire que quand vous étiez notamment une entreprise de moins de 50 salariés, sans DRH chez vous, sans directeur juridique, sans directeur financier, vous, en tant que chef d'entreprise, et avec vos salariés, vous deviez vous coltiner la rédaction d'un accord. Et comment est-ce que je rédige un accord si je ne l'ai jamais fait ? La négociation de l'accord avec vos personnels ou les représentants de vos personnels, et puis ensuite espérer en croisant les doigts ou en allant faire quelques prières dans un lieu de culte de votre choix, que l'accord lui-même ne soit pas retoqué ni par la direction du travail, de l'emploi, etc., et les URSSAF. Et donc, en fait, c'était quand même un parcours du combattant, un chemin de croix, et donc beaucoup d'entreprises de moins de 250 salariés, de PME et a fortiori de TPE, d'entreprises de moins de 10, se disaient ça c'est quand même plutôt un truc pour les grands groupes et moi j'y arriverai jamais. Voilà. Donc pour votre information, et je fais du coup un petit coup de pub que je n'avais pas prévu de faire, mais merci Bruno, on a rédigé avec Thibault Langsad, avec qui je fais cette mission pour le compte du gouvernement, un petit rapport qu'on a remis au ministre le 11 juin dernier qui s'appelle « Partager plus pour se développer mieux ». C'est pas tout à fait, vous voyez, travailler plus pour gagner plus, mais partager plus pour se développer mieux, parce que je suis certain que si les entreprises distribuent davantage, quelque part, elles vont le retrouver aussi en motivation et en productivité de la part de leurs salariés. Là-dedans, on a fait 24 propositions, donc je ne vais pas les égrener ce soir, sinon vous allez être vraiment dégoûtés. Et dans ces 24 propositions, il y en a déjà 3 qui ont été reprises par le Premier ministre, dont l'une qui vise à faire un lien entre la prime de fin d'année exceptionnelle que le président de la République a annoncé, dont le président de la République a annoncé le renouvellement pour l'année 2020, et la mise en place d'un accord d'intéressement. C'est-à-dire que pour bénéficier des avantages en termes de défiscalisation et de désocialisation de la prime de fin d'année sur 2020, il faudra que vous ayez passé un accord d'intéressement. Donc, ça permet de ne pas habiller Paul pour déshabiller Pierre ou l'inverse. C'est important que la philosophie de l'intéressement et de la participation soit préservée. C'est important de simplifier la vie de l'entrepreneur, de simplifier la vie du citoyen dans ses relations avec l'administration. Je pense que c'est ça les sujets, Bruno, qui sont en jeu pour aller plus loin dans cette direction. Donc, bonsoir à tous. Merci tout d'abord au Forum Saint-Martin, notamment M. Dufay, pour nous avoir invités ce soir. Et merci aux 2 premiers intervenants qui ont déjà dit des choses sur lesquelles je n'aurai pas besoin de revenir. Et bien maintenant, les riches, pleurez, hurlez sur les malheurs qui vont vous arriver. Votre richesse est pourrie. Vos vêtements sont rongés par les vers. Votre or et votre argent sont rouillés. Et leur rouille témoignera contre vous. Vous aurez reconnu les propos de Saint Jacques, des propos qui peuvent nous faire peur. Après tout, une solution simple serait de se dire qu'on n'a qu'à abandonner nos biens, les distribuer aux pauvres et revêtir une robe de bure comme Saint François de Sales, le Poverello. Mais si cette attitude était... D'Assise, merci beaucoup. Mais si cette attitude était poursuivie de manière sans discernement et trop radicale, de quoi vivrait le pauvre demain et après-demain? Au-delà d'un sursis passager, est-ce qu'il ne serait pas au contraire condamné à une forme de pauvreté définitive? Un autre rédacteur du Nouveau Testament, Saint Paul, a dit des propos non moins diplomatiques. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Voilà. Donc, quand Saint Jacques nous parle d'or rouillé, ça m'a intéressé parce que, comme on le sait tous, l'or est inoxydable. Donc peut-être l'or rouillé dont nous parle Saint Jacques, c'est peut-être pas de l'oxyde de fer, c'est peut-être nos cœurs qui peuvent être rouillés, comme le cœur du riche, dans la parabole de Lazare et du riche qui faisait des festins, que vous avez pu entendre pour certains d'entre vous il y a 2 jours.
Qui a déjà connu la pauvreté sait qu'elle ne peut pas être enviable. D'ailleurs, pourrait-elle être désirée? Dieu ne nous a-t-il pas promis un pays ruisselant de lait et de miel? Donc, la pauvreté ne peut pas être recherchée en tant que telle. Donc, Bruno Dufay m'a demandé de parler notamment de la doctrine sociale de l'Église ce soir, qui était donc instaurée il y a à peu près 130 ans par le pape Léon XIII. Et la doctrine sociale, on peut la résumer dans la volonté de rechercher le bien commun. Le bien commun qui est défini dans Gaudium et Spes du Concile Vatican II comme, je cite, cet ensemble de conditions sociales qui permettent tant aux groupes qu'aux individus d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée. Voilà, donc ce soir, j'aurai 5 points à partager avec vous. Le premier, je m'interrogerai pour savoir si on est de retour au Jardin d'Éden. Dans un deuxième temps, on verra que le paradis n'est pas encore pour cette terre. On s'interrogera sur l'origine de la richesse et l'origine des inégalités de répartition de ces richesses, sur le fait de lutter contre les inégalités, après tout pourquoi, et enfin, est-ce qu'il faut recourir à l'impôt pour réduire ces inégalités? Quelques propos très généraux pour montrer à quel point on peut, en dépit de discours alarmistes qu'on peut entendre tous les jours, notre monde va quand même beaucoup mieux. En l'espace d'une vie humaine, on est passé de 3 à bientôt 8 milliards d'habitants. La mortalité infantile a été divisée par 4 en une génération. L'extrême pauvreté a été divisée par 4 en 34 ans. Le nombre de personnes vivant dans les bidonvilles a diminué d'1 tiers en 25 ans. L'humanité, l'espérance de vie à l'échelle du monde a augmenté de quasiment 20 ans en 40 ans. Donc beaucoup de données qui nous portent à l'optimisme. Pour autant, est-ce que les inégalités ont augmenté? Alors juste d'un mot au niveau mondial, l'ONU nous répond non. Elles ont diminué aussi bien entre les États qu'à l'intérieur des États. Voilà. Donc ça a déjà été évoqué par Eric tout à l'heure, je ne reviens pas dessus. Peut-être juste un mot pour vous dire que depuis la crise de 2008, le coefficient de Gini, donc qui mesure les inégalités, a très légèrement diminué en France. Donc on a en France moins d'inégalités aujourd'hui que nous n'en avions il y a une dizaine d'années. Par rapport aux chiffres que vous pouvez voir dans la presse sur l'évolution des inégalités, il faut bien voir que les chiffres sont basés en général sur des déciles, donc des groupes de 10% de personnes, mais ne suivent pas les parcours individuels des personnes. Or, une personne peut très bien naître dans un ménage aisé, se retrouver au début de sa vie professionnelle dans un ménage plus pauvre, et ensuite remonter dans l'échelle des revenus. Donc, il faut bien faire attention à voir que quand on suit un décile, on ne suit pas forcément une personne. Donc ça relativise aussi la stagnation des inégalités. Deuxièmement, donc le paradis n'est pas encore pour cette vie. Donc vous ne serez pas surpris parce que Jésus vous avait prévenu que des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Mais lui, on ne l'aura pas pour toujours. Donc c'est plutôt la manière dont on a à gérer cette pauvreté aujourd'hui. Donc il reste une réalité, 14% de la population vivent dans un ménage qui gagne moins de 1 026 € par mois. 2 800 000 enfants en France vivent dans des ménages pauvres. 10% des ménages ont moins de 200 € de patrimoine si vous excluez les biens durables, notamment voitures ou équipements de la maison. Donc 3 600 000 chômeurs, dont 2 600 000 depuis plus d'1 an. 2 400 000 personnes qui vivent de minima sociaux. Ça fait plus de 7 millions de personnes si vous rajoutez les conjoints et les enfants à charge. Un niveau de vie médian en France qui a baissé depuis la crise de 2008 et qui était en 2015 encore inférieur au niveau d'avant-crise. Mais les pauvretés ne sont pas uniquement monétaires. Donc la pauvreté, c'est par exemple parmi les collégiens en 3e, il y en a quasiment un quart qui est en situation d'obésité ou de surcharge pondérale. 40% des enfants d'ouvriers ne prennent pas de petit déjeuner tous les matins. 15% des Français sont mal chauffés dans leur logement. 2 500 000 adultes sont illettrés en France.
c'est les inégalités, notamment territoriales, sur les connexions à Internet. Les pauvretés, c'est peut-être, et surtout, des pauvretés sociales. Le fait qu'en 60 ans, la population française a augmenté de 50%, mais le nombre de mariages a chuté de plus d'un tiers. Aujourd'hui, 46% des mariages finissent en divorce. Plus de la moitié des enfants naissent dans des couples hors mariage. Et la fécondité a baissé, on est passé de quasiment 3 enfants à moins de 2 enfants en l'espace d'une vie humaine. Donc pour la suite de mon propos, je me concentrerai uniquement sur les pauvretés et les répartitions monétaires. Mais vous avez vu qu'on ne peut pas traiter la question de la pauvreté et des inégalités uniquement d'un point de vue économique. Avant de s'interroger à la redistribution des richesses, ça peut paraître une évidence absolue, mais il faut s'interroger sur leur création. Toute richesse nécessite un travail. La richesse, ce n'est pas quelque chose qui préexisterait et qui serait distribué au loto. Donc tout travail, toute richesse a mérité un travail et des efforts préalables. La richesse n'est pas non plus un acquis à perpétuité, puisque la richesse peut se perdre. Un chiffre intéressant, c'est qu'entre 1915 et 2015, sur les 100 familles les plus riches au monde en 1915, parmi lesquelles Rockefeller, Gould, JP Morgan, etc., aucune d'entre elles ne figure encore dans les 100 familles les plus riches du monde en 2015. Donc, dit autrement, les Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett, etc., aucun d'entre eux n'est né d'une famille qui faisait partie des plus riches du monde. Aristote avait observé le premier que la nature humaine nous porte à porter plus de soins à ce qui nous appartient en propre qu'au bien public. Il est qu'à regarder l'état, par exemple, des métros à Paris pour voir que quand un bien est public, d'une part, on ne sait pas quel est le coût réel et ça incite des comportements de passagers clandestins et des comportements abusifs. L'Église catholique a reconnu depuis toujours et sans aucune ambiguïté le principe de propriété privée et individuelle. Voilà. Alors, si vous avez des questions dessus, on pourra revenir sur les thèses de M. Piketty et de ses camarades, mais c'est vraiment très important de reconnaître la propriété privée, d'après l'Église catholique, comme un droit naturel et inaliénable. Voilà. Parce qu'on ne peut pas entretenir sa famille si on n'a pas de propriété privée, et si nous n'avons pas de propriété privée sur les biens, il n'y a pas non plus de liberté fondamentale qui en dépendent, notamment la liberté d'expression, la liberté de communication, la liberté d'opinion. Cependant, donc, l'Église catholique ne reconnaît pas non plus la propriété privée comme un absolu total, puisque la propriété privée des biens est à vivre parallèlement à la destination universelle des biens. Donc on avait vu que la richesse est créée par le travail, ensuite elle peut être répartie de 3 manières différentes. Premièrement, le don, donc un transfert volontaire et sans contrepartie d'un titre de propriété d'un individu vers un autre. Donc le don, ça peut être des dons en numéraire, par exemple, à des associations ou au Forum Saint-Martin, mais ça peut être aussi et surtout des dons en nature qui se passent dans le cadre familial ou amical. Voilà. Un parent qui se lève la nuit pour donner le biberon à un enfant, c'est un don en nature. Le don implique la propriété privée. Vous ne pouvez pas faire la charité sans propriété privée. Si le Samaritain a pu laisser l'homme laissé à moitié mort sur la route de Jéricho, c'est parce qu'il avait une monture, il avait du vin, il avait de l'huile et il avait de l'argent pour payer l'aubergiste. La deuxième forme de répartition, c'est l'échange. Donc l'échange peut se faire de manière directe, le troc, ou avec un intermédiaire des échanges, en général la monnaie. Et enfin le vol, donc lorsqu'une personne ou un groupe de personnes s'accapare la propriété d'autrui sans son consentement. Donc le libre-échange a plusieurs vertus.
le meilleur moyen de répartir les richesses, puisqu'il permet à chacun d'exprimer ce qu'il souhaite vendre et ce qu'il souhaite obtenir dans le respect de la liberté et du droit de propriété de chacun. L'avantage de l'échange, c'est qu'il est toujours créateur de richesses. Donc à l'exemple, au contraire d'une rhétorique marxiste, comme quoi il y aurait un gagnant et un perdant dans l'échange, quand un échange est libre et volontaire, il y a toujours deux gagnants, puisque la situation après échange est préférée à la situation avant l'échange, sans quoi il n'aurait pas lieu. Alors pourquoi ces précisions? Parce que pour parler de fiscalité, l'impôt est à la frontière en fait entre l'échange et le vol. Il a des caractéristiques des deux. Il a une caractéristique de l'échange dans le sens où il se fait en contrepartie de services publics, mais il se fait sous la contrainte. Et dans un système démocratique comme le nôtre, on sait qu'il n'y a pas de démocratie directe sur la fiscalité, à différence de ce qui peut se faire en Suisse, par exemple, où il y a certains référendums sur la fiscalité. Quatrième point, pourquoi lutter contre les inégalités? Donc, on a vu dans la première partie, et avec les propos d'Éric, qu'il n'y a pas d'augmentation structurelle des inégalités, en tout cas dans un pays comme la France. Si ça vous est déjà arrivé d'éprouver de la tristesse devant le bien d'autrui et un désir immodéré de vous l'approprier, pour l'Église catholique, ça s'appelle l'envie, c'est un péché capital. Mais ça s'exprime en politique par la jalousie qui peut passer par la fiscalité, par le fait d'aller s'approprier les biens d'autrui par la fiscalité via l'État. Alexis de Tocqueville, donc le très grand sociologue français du XIXe siècle, avait identifié que la passion du monde moderne, c'est la passion pour l'égalité, et qui peut se faire évidemment aux dépens de la liberté. Je vous lis une de ces phrases connues de la démocratie en Amérique. La première est en quelque sorte la seule condition nécessaire pour arriver à centraliser la puissance politique dans une société démocratique est d'aimer l'égalité ou de le faire croire. Ainsi, la science du despotisme, si compliquée jadis, se simplifie. Elle se réduit pour ainsi dire à un seul principe, un principe unique. Tocqueville a observé également un paradoxe qui nous intéresse pour l'observation des inégalités, c'est que plus on va lutter contre les inégalités, plus l'inégalité résiduelle va être socialement insupportable. Donc en fait, en voulant lutter contre les inégalités, au lieu d'éteindre les passions sociales, on risque d'en attiser des nouvelles. Le pape Paul VI disait quant à lui qu'une quête excessive d'égalité pouvait donner lieu à un individualisme où chacun revendique ses droits sans se vouloir responsable du bien commun. J'aborde un autre sociologue français, Raymond Boudon, qui a fait remarquer qu'en matière de revenus et d'inégalité des revenus, il ne faut pas tant s'attacher au montant des inégalités ou à leur évolution dans le temps, mais à leur cause. Car il y a des inégalités fonctionnelles qui sont issus des libertés des personnes et de facteurs objectifs. Et ensuite, il y a des inégalités qui sont le fruit de contraintes étatiques et de privilèges. Par exemple, le fait qu'un chirurgien qui a fait 15 ans d'études, qui a 15 ans de pratique, qui fait des gardes la nuit et le week-end, gagne mieux sa vie qu'une secrétaire médicale, d'après toutes les enquêtes d'opinion, c'est quelque chose de socialement accepté. Parce qu'il y a des faits objectifs derrière. Il n'a pas la même formation, il n'a pas les mêmes compétences, il n'a pas le même niveau de responsabilité, il n'a pas le même degré de pénibilité au travail. Donc tous ces éléments objectifs peuvent justifier des inégalités de salaire sans que ce soit vécu comme quelque chose de réprouvé socialement. Donc de même, le fait d'habiter une région économiquement dynamique ou économiquement plus sinistrée, d'être dans un secteur porteur ou dans un secteur en déclin, etc. Il y a des fonctions qui sont non commensurables. Par exemple, entre un plombier et un artiste peintre, lequel doit le mieux gagner sa vie? Ensuite, il y a des rémunérations qui peuvent paraître excessives. Je pense à celle d'un de vos voisins, par exemple M. Neymar, qui gagne à peu près 93 millions d'euros par an.
son salaire peut paraître excessif, mais il n'est pas injuste, car ce n'est pas le fruit d'un privilège. C'est parce qu'il y a des personnes qui sont prêtes à payer 150 € pour aller le voir jouer au Parc des Princes, pour acheter un t-shirt à son nom, qui gagne si généreusement sa vie. Donc les choses ne sont pas les mêmes lorsqu'il s'agit par exemple de conserver la retraite à 55 ans pour des cheminots, lorsque des directeurs généraux d'entreprises publiques accumulent plus d'1 milliard de déficit année après année après année et sont maintenus dans leur poste. Voilà. Ça n'est pas la même chose quand des dîners de Saint-Valentin à l'hôtel de la C sont payés par les contribuables. Il y a également des personnes qui peuvent avoir des revenus monétaires confortables et y renoncer pour des revenus non monétaires. Je pense par exemple à Michel Aupetit, qui était un médecin de banlieue parisienne qui gagnait confortablement sa vie, qui a renoncé à sa carrière et à un revenu confortable pour gagner 900 € par mois en tant que prêtre du diocèse de Paris et maintenant évêque. Donc il a renoncé à des biens matériels pour des biens spirituels. Mais est-ce injuste ? Cinquièmement, donc, faut-il recourir à l'impôt pour égaliser les revenus ? Léon XIII disait dans Rerum Novarum qu'il fallait un taux modéré et une répartition équitable des impôts. Donc je rappelle que quand Léon XIII écrivait ces mots-là, le taux de prélèvement obligatoire était de 10%. Alors effectivement, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, ce qui fait la une des journaux, c'est des très hauts salaires, les 1%, voire les 1 millième de % des plus aisés, dont les fortunes explosent et peuvent être accumulées extrêmement rapidement. On pense à Jeff Bezos, qui est parti de quasiment rien, qui est devenu l'homme le plus riche du monde en 25 ans. Alors, ça a été observé par le pape Benoît XVI, qui disait dans Caritas in Veritate que trop d'inégalités sociales pouvaient ébranler finalement le socle social et la volonté de vivre ensemble et remettre en cause les fondements de la démocratie. Donc, un État ne peut pas laisser des inégalités trop criantes se perpétuer. Donc, ceci dit, comment lutter contre les inégalités ? Plusieurs solutions possibles. Premièrement, l'Église met beaucoup en avant les corps intermédiaires, donc entre les personnes et l'État, notamment les entreprises, notamment les associations, notamment des partis politiques, notamment vos paroisses, qui sont encore trop peu développées, notamment dans un pays comme la France. Par exemple, en France, l'ensemble des dons et des legs en numéraire se chiffre à moins de 8 milliards d'euros. Donc, en prenant l'équivalence pour les États-Unis, en tenant compte évidemment du différence de la taille de la population, un Français donne en moyenne 10 fois moins qu'un Américain. 10 fois moins. Mais ce qu'on va voir en revanche, qu'il n'est pas taxé de la même manière. Un autre aspect, c'est que dans l'économie est un corps en mouvement perpétuel, et donc il y a toujours des entreprises en croissance et en même temps des entreprises en déclin. Et que les faillites, si elles ne sont jamais recherchées, si elles ne sont jamais agréables à vivre, elles permettent de redistribuer les richesses d'entreprises qui en détruisent vers des entreprises qui en créent. Donc finalement, le mouvement de destruction et de création d'entreprises opère une redistribution des richesses naturelles. Enfin, troisièmement, évidemment, la redistribution des richesses peut se faire par l'impôt. Et donc certains partisans d'un égalitarisme social prônent justement plus de taxation par l'État pour plus de redistribution. Mais cette pratique s'oppose à 3 obstacles majeurs. Premièrement, c'est que les revenus monétaires sont quantifiables, c'est ce que sait très bien faire Bercy, mais en revanche, les satisfactions ne le sont pas. Et donc, quand l'État prélève 1 000 € à quelqu'un pour en redistribuer à quelqu'un d'autre, vous ne pouvez pas savoir si les satisfactions dont vous avez privé quelqu'un sont inférieures aux satisfactions que vous allez procurer à un autre. Deuxièmement, c'est que toute richesse nécessite un travail, nécessite d'entreprendre, et que l'entreprise comporte évidemment des risques quand vous investissez votre capital.
et il faut bien rémunérer ces risques, notamment en laissant une part de profit à ceux qui les ont pris. Donc le compendium de la doctrine sociale de l'Église reconnaît l'esprit d'initiative comme, je cite, la base fondamentale de tout développement socio-économique. Enfin, troisième limite, c'est que la redistribution, quand elle passe par l'État, fait qu'il y a une grande déperdition en ligne, puisque quand l'État prélève 1000, eh bien, il ne rend pas 1000, puisqu'il faut qu'il fasse vivre au passage 5,5 millions de fonctionnaires. Il faut savoir que la masse salariale de la fonction publique en France, c'est 278 milliards d'euros par an, soit 13% du PIB. Les prélèvements obligatoires représentent en France plus de 1000 milliards d'euros et l'ensemble des recettes publiques en France représente plus de 1200 milliards d'euros. Ça fait plus de 18 000 euros par an et par Français, soit plus de 1500 euros par mois, par Français. Voilà. Donc plus que le SMIC. Alors, qu'est-ce qui justifie la fiscalité en France? Est-ce la compétitivité économique? Je vous réponds en 2 chiffres. Pour qu'un salarié en France reçoive un salaire net de 100 euros, si vous incluez les cotisations et l'impôt sur le revenu, il coûte à son entreprise 221 euros. En Irlande, il en coûte 146. Je n'ai pas besoin de vous dire dans quel pays européen Google est allé s'implanter. Deuxièmement, c'est que la France entretient un cercle vicieux où on a une croissance faible, un chômage élevé depuis des années. Pour prendre les choses en main, nos gouvernements successifs, de gauche comme de droite, lèvent de nouveaux impôts pour faire de la relance. Alors, surprise générale, la croissance n'est pas au rendez-vous, donc on lève de nouveaux impôts pour aider de nouveaux chômeurs, etc. Chose plus préoccupante qui a été observée par Léon XIII déjà, c'est qu'un excès de taxation remet en cause finalement la notion même de propriété privée. C'est le cas notamment avec la taxe foncière, qui fait qu'en fait le propriétaire d'apparence d'une maison en a l'usufruit, mais n'en a pas la nue propriété. Celle-ci restant au final à l'État tant que nous aurons une taxe foncière. Donc au final, ce qui peut justifier un système fiscal comme celui de la France, donc on est le pays le plus taxé au monde, 46% de toute la richesse créée en France est accaparée par les prélèvements obligatoires. Et si on inclut d'autres prélèvements qui ne sont pas officiellement dans les prélèvements obligatoires, du type la redevance télé, etc., on arrive véritablement à 50% du PIB. Donc ce qui peut justifier un tel niveau de prélèvement obligatoire, c'est le jeu politique, puisqu'il est toujours évidemment intéressant pour des entrepreneurs électoraux de taxer une minorité riche pour promettre des gratifications à une majorité plus pauvre. Donc je finis juste par quelques pistes de réflexion. Comment mettre en pratique un amour ou une option préférentielle pour les pauvres. Donc vous pouvez évidemment suivre l'exemple de Saint-Martin qui a coupé son manteau en 2. Évidemment, aider les pauvres, c'est commencer par les insérer sur le marché du travail. Et pour cela, évidemment, on doit s'interroger sur le montant des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu en France. Une proposition qui va peut-être faire débat, c'est de cesser de taxer le capital, parce que taxer le capital revient à taxer à de multiples fois une même matière fiscale, et le capital est indispensable pour la productivité. La productivité, comme vous l'a dit François, est indispensable pour l'augmentation du niveau de vie d'une population. Une autre piste, développer la subsidiarité fiscale. Benoît XVI en a parlé dans sa seule encyclique consacrée à la doctrine sociale de l'Église, qui pourrait notamment passer par un développement de la déduction des impôts que vous pouvez faire notamment à des associations, à des partis politiques. Autre solution, le fléchage des impôts. Le fait que quand vous remplissez vos déclarations d'impôts, vous pourriez indiquer pour quel type de dépenses publiques vous voulez les affecter une fois que les fonctions régaliennes sont assurées. Et puis je terminerai en vous disant donc, que la réponse de la pauvreté, de la répartition des richesses ne peut pas, à mon sens, être uniquement étatique et technique, mais doit passer par un changement de morale,
Donc je vous cite juste un petit texte que saint Paul a écrit à Philémon pour le laisser finalement face à sa liberté. Et donc vous savez, c'était l'histoire de Donésime, l'esclave qui s'était enfui. Il l'a appelé à le recevoir comme un frère. Donc je cite, « Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais volontiers. » Voilà. Et je termine par une lettre que saint Paul a écrite aux Thessaloniciens il y a 20 siècles, mais qu'il souhaite peut-être partager à certains de nos responsables politiques contemporains. Or, nous entendons dire qu'il en est parmi vous qui mènent une vie désordonnée, ne travaillant pas du tout, mais se mêlant de tout. À ceux-là, nous les invitons et engageons dans le Seigneur Jésus-Christ à travailler dans le calme et à manger le pain qu'ils auront eux-mêmes gagné. Merci à vous. Merci Étienne. Est-ce qu'il y a des questions par écrit? Par écrit, non? Alors le micro baladeur est sur la table. Oui, donc je m'adresse à M. Mangus. Manifestement, le dernier orateur, je n'ai pas lu l'Évangile de la même manière. Par conséquent, là, je ne veux pas effectivement dialoguer avec lui. Mais M. Mangus donc, affirme que la croissance des inégalités est étroitement liée à la croissance économique. Cette croissance des inégalités serait donc inéluctable. Thomas Piketty, par contre, dans son dernier ouvrage, démontre le contraire. Pour lui, l'inégalité est un choix politique et non une fatalité économique. Alors, est-ce qu'il y a une mauvaise compréhension de ma part ou est-ce qu'il y a vraiment une contradiction entre ces deux points de vue? Alors oui, effectivement, je trouve qu'il y a une différence. Alors simplement, je clarifie mon propos. Ce que je dis précisément, c'est que les évolutions du marché du travail, qui sont, semble-t-il, à la base des inégalités territoriales, ces évolutions sont liées à des phénomènes profonds de l'économie, à savoir la mondialisation et l'acquisition ou l'adoption de nouvelles technologies. Alors, vous pouvez me dire, oui, c'est contradictoire avec ce que dit Thomas Piketty. Alors, je vais vous rassurer, je suis même à peu près sûr que tous les économistes ne partagent pas exactement le point de vue de Thomas Piketty sur ce sujet. Quelqu'un qui est aujourd'hui professeur au Collège de France, qui s'appelle Philippe Aghion, lui aussi, semble-t-il, ne partage pas l'avis de Thomas Piketty, puisque pour Philippe Aghion, les inégalités, d'ailleurs je crois que ça a été rappelé tout à l'heure, sont parfois utiles, pas tout le temps, mais parfois utiles à l'économie. L'une des raisons, c'est l'innovation. Eh bien oui, quelqu'un qui a eu un projet formidable et qui a créé son entreprise pour mettre en place ce projet formidable, s'il y a à la fin, il a un petit peu plus d'argent que la personne qui n'a pas eu ce projet formidable, d'après Philippe Aghion et d'après quand même un certain nombre d'économistes, c'est quelque chose de souhaitable. Est-ce que c'est de l'idéologie? Est-ce qu'il faut supprimer ce genre d'inégalité? Moi-même, je n'en suis pas certain. Je ne pense pas que Philippe Aghion le soit non plus. Au contraire, ces inégalités sont parfois aussi bonnes. Donc non, il y a effectivement dans mon propos, il y a un certain... Enfin, je ne suis pas exactement en accord avec Thomas Piketty et je crois que je ne suis pas le seul. En attendant, j'ai une question quand même. Vous n'avez pas parlé de la fiscalité sur les successions, les héritages et finalement les reproductions de génération en génération de certaines inégalités. On entend des gens qui disent qu'il faut taxer beaucoup plus, à 90% par exemple, les successions. Qu'est-ce que vous en pensez, Étienne, François? Donc moi, je m'y oppose évidemment pour une raison simple, c'est que ça remet en cause le principe de propriété privée et que quand une personne a légitimement créé des richesses, il lui appartient de savoir ce qu'elle veut faire de ces richesses. Et donc, lorsqu'elle meurt, elle doit pouvoir décider à qui elle le transmet. Il faut savoir que des pays qui ne sont pas connus pour être les plus libéraux au monde, je pense notamment à la Suède, ont totalement supprimé les impôts sur les successions, en tout cas pour les successions en ligne directe. Et qu'il y a de nombreux pays dans l'Union européenne, c'est le cas
du Portugal, notamment du Danemark, je crois, qui le pratiquent. Et évidemment, la fiscalité aujourd'hui sur les successions remet en cause le principe de propriété privée, également la possibilité de transmettre une richesse dans le temps. Et donc, si des personnes veulent taxer les successions, le gouvernement qui va se retrouver propriétaire de cet argent sera-t-il mieux à même de le dépenser que ne l'auraient fait les propriétaires eux-mêmes? Je suis ravi d'apprendre que les inégalités n'augmentent pas et même diminuent. Simplement, on parle d'inégalité de revenus. On ne parle pas d'inégalité une fois réalisées les dépenses indispensables. Et on ne parle pas de la possibilité, pourtant la doctrine sociale de l'Église en parle, et je suis ravi d'entendre parler de la doctrine sociale de l'Église. La doctrine sociale de l'Église dit aussi, non seulement qu'on doit avoir un minimum de propriété pour se sentir intéressé dans la vie sociale, mais aussi qu'on doit pouvoir acquérir par le travail cette possibilité d'avoir un minimum d'assurance pour l'avenir. Alors, la doctrine sociale, vous l'avez évoquée, de l'Église, vous l'avez très bien dit, met en avant l'aspect du bien commun par rapport à l'aspect de la vie, enfin de la propriété privée. La propriété privée, effectivement, c'est important, mais vous l'avez dit, il ne faut pas prendre en absolu. Or, tout ce que vous avez dit après, c'était pour défendre la propriété privée, mais sans se préoccuper de la destination, que vous avez évoquée d'ailleurs, hein, de la destination universelle des biens. Alors, j'ai entendu un truc très intéressant, je ne connaissais pas, les 20 000 fois d'augmentation, l'augmentation des revenus du capital supérieure, 20 000 fois. 22 fois. Combien ? 22 fois. Les revenus du capital ont augmenté 22 fois plus vite que les revenus du travail aux États-Unis. 22 fois. 22 fois, pardon. Parce que, oui, c'est déjà pas mal. Et c'est pour ça que je disais, je ne comprends pas. Mais 22 fois, c'est déjà beaucoup. C'est déjà énorme. Et là, vous aimeriez réduire la fiscalité sur le capital. Alors, je ne comprends pas en quoi la doctrine sociale de l'Église pousse à augmenter encore plus l'écart entre le revenu du capital et le revenu du travail, alors que la doctrine sociale de l'Église insiste très fortement en disant, en mettant en avant la priorité, le primat du travail par rapport au capital. Alors, d'abord, ce qu'il faut voir, c'est que le capital est déjà donc très fortement taxé et qu'il faut voir si on parle d'augmentation d'un point de vue nominal ou si on le regarde d'un point de vue réel. Donc, si on le regarde d'un point de vue réel, c'est-à-dire en prenant en compte l'inflation, il y a énormément aujourd'hui de placements financiers qui ont des rendements négatifs. Donc c'est le cas des livrets A, c'est le cas des assurances vie en euros, etc. Donc finalement, il y a assez peu de capitaux qui ont des rendements assez élevés. Ensuite, pourquoi est-ce que je m'oppose à une fiscalité du capital? Parce que le capital a déjà été taxé lors de sa création. Et que si vous taxez un capital tous les ans, admettons un patrimoine, un capital immobilier comme l'IFI, vous taxez à de multiples reprises une même matière fiscale. Et ça crée une inégalité. Excusez-moi, je me permets, parce que j'ai la chance d'avoir le micro, alors j'en profite. Moi, j'ai trouvé très intéressant ce que vous nous avez dit au début sur le fait que les corps intermédiaires, en fait, disparaissaient à travers, finalement, l'évolution des métiers. Et je me disais, en fait, si on essaye de comparer, par exemple, ce qui s'est passé au moment des 30 Glorieuses, où finalement,
ce qui a fait la richesse du pays, c'est qu'il y a eu une classe moyenne qui s'est beaucoup développée, qui a beaucoup consommé, et que finalement aujourd'hui on a cette classe moyenne qui, comme on l'a vu, hein, qui d'un côté va vers des personnes qui sont de plus en plus évoluées, qui vont être cadres, et de l'autre côté ceux qui n'arrivent pas à passer ce cap-là et qui eux se retrouvent du côté de la pauvreté. Et en fait finalement ma question, elle est, vous avez l'air de dire d'une certaine manière que c'est un peu inévitable puisque c'est lié à finalement l'évolution du travail et que finalement quelque part à la fin de tout, toutes les richesses elles viennent bien du travail qui est fait. Même le capital, c'est parce qu'il y a eu d'abord un travail. Donc, et donc, je me disais, mais qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça, sachant que c'est terrible si vraiment on arrive dans une situation où on aura d'un côté des gens de plus en plus évolués, cadres, vivant dans des villes, et de l'autre côté des gens qui... ils auront de moins en moins de place parce que les métiers intermédiaires n'existeront plus, et finalement on aura des pauvres et des riches et on n'aura plus de moyenne. Et ça me paraît effrayant pour justement l'unité. C'était intéressant aussi ce que vous avez dit sur le fait que comment on fait de l'unité comme ça. Voilà. Donc, Effectivement, merci de nous ramener à la question des solutions et en même temps de l'ambiguïté des constats. Parce que c'est vrai que sur ces constats, non seulement effectivement, pour bien se faire comprendre, hein, on a dit que les revenus du capital, quels que soient les montants, parce qu'on peut toujours se tromper, mais le chiffre que je vous ai cité est exact. Hein, mais, donc, les revenus du capital augmentent plus vite que les revenus du travail. Mais ça, c'est une première forme, une première source d'inégalité extrêmement importante. Après, chacun en déduit, en effet, ce qu'il souhaite en déduire sur le plan de la fiscalité. Moi, ce que j'observe, c'est que les inégalités de revenus, donc je ne partage pas le constat selon lequel les inégalités de revenus, elles, ont disparu. Je mets en avant, au contraire, le fait que les disparités salariales ont continué de se creuser. Elles ont continué de se creuser, y compris dans la période la plus récente, où depuis 2014, la progression des revenus de ceux qui gagnent le mieux leur vie, de ceux qui sont en haut de l'échelle des revenus, est beaucoup plus rapide que la progression des revenus de ceux qui sont en bas de l'échelle des revenus, et notamment aussi au milieu, dans les professions intermédiaires. Le scandale se poursuit et s'amplifie si l'on sait que, effectivement, ceux qui détiennent déjà les revenus les plus élevés sont ceux qui vont pouvoir investir davantage encore et effectivement se doter de revenus du patrimoine plus élevés. C'est la raison pour laquelle j'aurais en effet quelques différences dans mon approche de la taxation du capital. C'est-à-dire que je pense pas très malin sur le plan économique et compte tenu des enjeux d'attractivité d'avoir voulu proposer, ce qui a été fait lors du précédent quinquennat, un alignement de la fiscalité du capital sur la fiscalité du travail. Je pense un peu plus malin, effectivement, qu'on ait fait la flat tax avec le plafonnement à 30% de la fiscalité du capital, parce que c'est vrai qu'on avait une fiscalité du capital qui était considérée comme confiscatoire et qui était beaucoup plus élevée que celle, infiniment plus élevée que celle qu'on pouvait constater notamment en Allemagne. Mais je crois que le vrai sujet, c'est toujours le même. En réalité, c'est la question du cumul et de l'enchaînement des inégalités à travers le temps. Et pour ça, je veux revenir sur un chiffre qu'on a évoqué avant ce dîner ce soir et qui illustre un peu ce cercle vicieux. Donc, pour moi, premier élément, vous l'avez compris, les inégalités de revenus favorisent les inégalités de richesse. Mais le plus grave, c'est que même si, effectivement, on ne retrouve pas aujourd'hui dans les grandes fortunes mondiales, les grandes fortunes qui sévissaient un siècle plus tôt, c'est quand même, bon, il s'est quand même écoulé un siècle, il y a quand même eu 2 révolutions industrielles, beaucoup de révolutions technologiques, c'est quand même pas si étonnant que ça. En revanche, l'ascenseur social, lui, reste en panne. C'est-à-dire que dans notre pays, qui se regarde en ayant à la fois une ambition et une prétention d'égalité très forte, il faut 6 générations en moyenne, c'est une étude de l'OCDE qui le dit, il faut 6 générations en moyenne pour passer en moyenne du bas de l'échelle des revenus à niveau moyen des revenus. On ne parle même pas du haut de l'échelle des revenus, que énormément de gens n'atteindront jamais. Il faut 6 générations, là où il en faut 4 à 5 en moyenne dans l'OCDE et 3 à 4 dans les pays nordiques. Donc je pense qu'on a encore des progrès à faire pour casser le déterminisme social,
pour relancer ce qu'on appelle effectivement un peu rapidement l'ascenseur social. Et je pense que les comparaisons internationales ne jouent pas toujours en notre faveur. Je voulais juste dire un mot aussi en écho aux questions qui étaient posées juste avant, pour dire qu'en effet, je pense que toutes les inégalités ne sont pas scandaleuses, alors que la pauvreté est scandaleuse. La pauvreté, on ne peut pas l'accepter, puisque ça veut dire que quelqu'un ne peut pas vivre dignement, et alors que les inégalités, en effet, pour certaines, peuvent contribuer effectivement à peut-être un intérêt collectif, une meilleure répartition de la richesse. Donc il ne faut pas confondre les deux. Et puis c'est pour ça qu'on a créé un autre terme qui s'appelle l'équité, qui est de se dire aussi que deux personnes dans une situation différente n'ont peut-être pas à être traitées de façon égalitaire. Voilà. Donc, sinon, on entre dans un régime planifié, entièrement socialisé, où effectivement on abolit d'ailleurs la propriété privée. Donc, je pense que c'est vraiment le cœur du sujet, c'est vraiment celui de casser cette dynamique de creusement des inégalités à travers le temps, à travers les générations. Et puis une question importante a été posée, c'est de dire, est-ce qu'on reste les doigts dans le nez en train de constater que les fractures vont se développer entre les riches, les pauvres, etc. Moi, je pense en particulier à un sujet qui me préoccupe beaucoup, c'est la fracture numérique. Je pense qu'on est tous concernés par ça. Vous disiez tout à l'heure, il y a encore 15% d'adultes qui sont illettrés. On a aujourd'hui une partie de la population française et de la population mondiale qui est illettrée et qui, du coup, du fait de ce retard, va cumuler d'autres retards, notamment dans l'accès au savoir numérique. Et donc, je pense qu'il y a deux enjeux énormes devant nous. Le premier, c'est d'essayer de réduire au maximum cette fracture numérique. Et cette fracture numérique, en réalité, elle ne peut se jouer qu'à partir de l'école pour essayer de compenser par la scolarité dès le très bas âge ces écarts qui peuvent être constatés sur le plan social. Mais la deuxième chose que je veux vous dire, c'est que je crois beaucoup aussi aux théories de la destruction créatrice de Schumpeter, qui sont de dire, avec les nouvelles technologies, il y a des emplois et des entreprises qui disparaissent, il y en a d'autres qui disparaissent. Je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'au final, il apparaîtra plus d'entreprises qu'il n'aura disparu et plus d'emplois qu'on en aura détruits. Et l'une des conséquences que j'en tire personnellement, c'est peut-être d'entendre avec intérêt des propositions. Alors, il y a eu ce débat qui n'a pas débouché sur grand-chose dans notre pays aujourd'hui sur le revenu universel. Mais je pense qu'il y a une autre proposition qui est au moins aussi intéressante que le revenu universel de ce point de vue pour proposer un filet de sécurité à ceux qui vont être potentiellement durablement exclus de l'emploi. C'est la question des services universels de base. C'est-à-dire que si on veut s'assurer de conserver un lien social entre ceux qui sont dans l'emploi, ceux qui durablement ne le seront pas, eh bien, je pense qu'on peut leur offrir la possibilité d'un certain nombre de services gratuits, de transport, d'accès aux soins médicaux, de logement, l'accès à l'Internet, et d'éléments qui vont leur permettre aussi d'élever aussi de leur niveau de qualification et de rester intégrés dans notre société. Parce que si on ne fait pas ça et qu'on se contente de se mentir en disant on va résoudre le problème de la fracture numérique, c'est comme si, je dis, on va résoudre l'échec scolaire. Or, aujourd'hui, à 15 ans, on a 15% des enfants qui sont en décrochage. Et on a globalement à peu près cette même statistique de jeunes, peut-être un peu en dessous, qui vont sortir du système scolaire sans diplôme. Et on sait que ceux-là vont alimenter les rangs du chômage de longue durée et potentiellement d'autres syndromes sociaux liés à l'exclusion. Voilà, donc je crois qu'il ne faut pas perdre de vue ces enchaînements. En deux mots, deux choses, oui. En deux mots. D'une part, ce qu'il faut savoir, c'est que les affres de la classe moyenne des classes moyennes des pays développés, eh bien, la contrepartie, c'est l'enrichissement des classes moyennes de certains pays émergents, l'Inde, la Chine. Si on regarde, d'ailleurs, il y a un graphe très intéressant, c'est dommage que j'aurais pu à la limite vous le montrer, c'est un graphe très intéressant, on regarde la distribution mondiale de richesse et comment cette distribution mondiale du revenu et de la richesse a évolué depuis maintenant un certain nombre d'années. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on voit des gens qui sont pas très loin, qui étaient assez élevés dans la distribution de richesse et qui ont perdu, c'est la classe moyenne, ce sont les classes moyennes des pays développés. Et on voit au contraire un phénomène de rattrapage massif de ces très grands pays émergents et on voit leur classe moyenne vraiment se développer. Donc d'une certaine façon, ce qui correspond à des mots pour les pays développés, ce sont des biens pour d'autres pays. Donc je ne sais pas si c'est rassurant ou pas. Néanmoins, quand même sur la classe moyenne des pays développés, les classes moyennes elles-mêmes,
Moi, vraiment, je reviens un peu sur mon message à la fin. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'on sauvera la classe moyenne de la française, qui était effectivement, vous aviez mentionné là, c'était un peu le fer de lance des 30 Glorieuses. On ne la sauvera pas en revenant dans les 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses, c'était une époque très particulière où il fallait reconstruire le pays et où il y avait, de ce fait-là, besoin de ce genre d'emploi, étant donné les conditions technologiques de l'époque et étant donné la situation économique de l'époque. Aujourd'hui, il va falloir trouver d'autres emplois. La question, c'est quel type d'emploi. Et ce que je vous dis, c'est il faut au moins éviter certaines erreurs. Et l'erreur, ça serait ou bien de revenir dans le passé, ou bien de croire que les classes moyennes ou les gens qui habitent dans des petites villes peuvent faire la même chose directement et sans qualification particulière que les gens les plus riches. Donc moi, pour l'instant, je vais être honnête, je n'ai pas la solution miracle. En revanche, je vous mets en garde contre les gens qui ont potentiellement des solutions miracles et qui vous disent « il n'y a qu'à », oui, il faut qu'à, il faut faire ceci ou cela. Non, toutes les solutions ne sont pas bonnes. Il y en a certaines qui sont évidemment mauvaises. Après, ça veut dire qu'il faut des gens avec des idées, avec des innovations. En fait, il faut trouver peut-être, je vous ai mentionné Beaune et Grasse, mais il faut peut-être d'autres Beaune, d'autres Grasse dans d'autres secteurs où on est capable de faire des choses avec du savoir-faire, avec des qualifications qui peuvent créer des emplois, pour des bons emplois, des emplois pérennes, de long terme, pas des emplois aidés par des subventions, mais des emplois pérennes dans n'importe quel endroit en France. Ça marche dans beaucoup d'endroits, ça marche notamment via d'autres secteurs comme le tourisme, etc. Mais ça ne marche pas partout, et la question c'est comment on peut étendre ça. Et je crois que je dois m'arrêter. Dernière question. Oui. Donc, Marc de Basquiat, je suis également docteur en économie, donc je vous ai écouté beaucoup d'attention et j'ai apprécié la différence entre vous trois. C'était assez sympa d'avoir vraiment des intervenants qui avaient chacun son truc. Du coup, j'avais 3 questions, j'en poserai que 2. Allez. Le premier là, donc, à la fin, vous avez dit qu'il fallait protéger les personnes et non pas les territoires, pas les villes. Est-ce qu'un sujet du style revenu universel, c'est quelque chose qui vous paraît être dans les... Voilà. Hein. Et puis, dernier intervenant, sur la doctrine sociale de l'Église, vous avez fait un petit numéro que j'ai trouvé assez osé, quand même, d'expliquer que finalement, la propriété privée, c'est un absolu absolument complet. Je suis désolé, mais l'absolu de la propriété privée, ça date de la Révolution française. Ce n'est pas du tout le discours des papes. Aucun pape n'a été dans un discours aussi extrémiste sur la propriété privée. La propriété privée, pour les papes et pour l'Église, c'est, ce que disait monsieur tout à l'heure, c'est la destination universelle des biens. Et c'est là qu'on reconnaît un chrétien. C'est là qu'on reconnaît un chrétien. L'extrémité que vous décrivez là, c'est la Révolution française. Et c'est assez choquant d'entendre ça. Ok, donc un mot, Eric, et Étienne termine la soirée avec quelques mots. Donc, en un mot, je serais plus que le revenu universel, ce que je pense important, c'est de trouver des bons emplois. J'insiste sur bons emplois, c'est-à-dire des emplois pérennes et qu'on peut créer dans n'importe quel endroit en France. C'est plus trouver des emplois, trouver des opportunités, ça me semble être plus important que, que le revenu universel ou ce genre de choses-là. Après, s'il faut aider, il faut aider. Et après, c'est une autre question de quel est le meilleur moyen d'aider. Si c'est le revenu universel, pourquoi pas. Si c'est d'autres choses, pourquoi pas également. Très rapidement, donc, à moins que je me sois mal exprimé tout à l'heure, dans ce cas-là, je m'en excuserai, mais j'ai bien spécifié que la propriété privée est défendue par les papes depuis toujours dans le magistère et que c'est reconnu comme un droit naturel. En revanche, je n'ai pas dit que c'était un absolu à 100%, dans le sens où ça doit se vivre conjointement avec la destination universelle des biens. Donc il y a des cas rares mais limité, où effectivement on peut empiéter sur la propriété privée d'autrui. Mais ça reste du domaine de l'exception. Et ensuite, je pense que avant de relire des encycliques de pape, mais je pourrais vous donner des références si vous voulez, je vous inviterai à relire le 8e et le 10e commandement, quand il est dit « tu ne voleras pas », pour voler, il faut avoir une propriété privée. Ok, merci. Je crois qu'il faut conclure parce que c'est l'heure. Merci à vous trois.